Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Ce soir, on va parler de fiscalité et on va parler de revenus fonciers. Vous savez que c'est le moment des périodes de déclaration. Mais avant toute chose, je souhaite quand même vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir sur ce plateau. Vous allez voir que ce ne sont pas ceux d'habitude. Ils ont quelque peu changé. Hugues Florent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous voir sur notre plateau, dans une émission sur l'immobilier. Et je suis très heureux de vous avoir épinglé sur la fiscalité immobilière. Merci. Je vais essayer de répondre au maximum de questions, etc. Voilà. En tout cas, merci pour les téléspectateurs. Alors, je rappelle que vous êtes diplômé du Conservatoire national des arts et métiers et que vous êtes gestionnaire de patrimoine immobilier. Tout à fait. En abrégé, on dit comment encore? Un conseiller en gestion de patrimoine, un CGP. Un CGP. Donc, un CGP indépendant. Vous avez des CGP qui sont liés à des structures bancaires ou assurances. Donc, ce sont des CGP salariés le plus souvent. Et vous avez des CGP indépendants, donc qui ne dépendent d'aucune structure. Voilà. D'accord. Voilà. Il faut faire des études pour ça, j'imagine. Ben, il faut d'abord suivre des formations. Oui. Okay. Donc, vous avez des circuits universitaires pour être CGP. Oui. Et puis après, vous avez des formations validantes chaque année, comme pour les agents immobiliers. Ah oui, tout à fait. Il faut être à jour. Ah oui. Et ce sont des études qui durent combien de temps? En fait, moi, en ce qui me concerne, donc, je ne suis pas du tout dans un cursus spécifique pour les CGP. Oui. Donc, vous avez sur l'Université de Clermont-Ferrand une filiale qui est liée vraiment au CGP, donc, qui est quand même très connue, donc, qui forme des CGP. Donc, ça peut être aussi des notaires qui ont une formation de CGP en complément. Ça arrive. D'accord. Et donc, moi, effectivement, j'ai étoffé plusieurs formations, plusieurs compétences. Et donc, je crois que de fait, je suis devenu un CGP indépendant par rapport à plusieurs réflexes, plusieurs façons d'aborder les différents problèmes. En tout cas, merci d'être là. Et puis, on va voir dans un petit moment quelles sont les questions que vont nous poser les téléspectateurs. Parce que c'est une émission en direct. Et l'émission est faite d'abord par les téléspectateurs. Parce qu'ils nous posent des questions par rapport à ce qui les intéresse vraiment. Parce que nous, si on doit se réunir sur un plateau pour parler de ce qui nous intéresse à nous, en particulier, je crois que ça ne va pas intéresser grand monde. Mais très heureux pour vous ce soir. C'est un monsieur important que j'ai eu le plaisir de l'avoir épinglé, parce que ça fait un moment que je voulais qu'il vienne sur ce plateau, et ce soir, finalement, il est là. Thierry Léopold, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes partie des experts de la maison de l'expertise. Voilà. Je rappelle que vous êtes expert de la Cour d'appel de Fort-de-France et que vous êtes également diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. En tout cas, merci d'être là. Je crois que vous êtes le seul rescapé des experts de la maison de l'expertise ce soir sur ce plateau-là. Un petit rescapé. Un petit rescapé. Oui. Voilà. Très bien. Clarissa Zoran. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre deuxième invitation. C'est la deuxième fois qu'on vous voit sur notre plateau. Je suis très heureux que vous soyez avec nous, puisque je sais que vous allez nous quitter bientôt, puisque vous faites partie de la jeunesse. Allez, mais il faut leur virer. On est d'accord. Vous nous aviez promis que dans les 3 ans qui viennent, vous revenez avec votre diplôme d'ingénieur à la Martinique pour vous occuper des affaires des Martiniquais. J'espère, avec le plus grand espoir que possible, que je pourrai revenir d'ici 3 ans et être diplômée d'ingénieur génie civil. Très bien, ingénieur génie civil. Dans les 3 ans, c'est pas 4 ans, c'est 3 ans. Merci en tout cas. C'est bien que ce soit plutôt plus. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler des revenus fonciers ce soir. Donc, ce sont des revenus qui sont tirés, on va dire ça dans les grandes lignes, que tout à l'heure on verra avec Hugues Florent, des précisions qu'il va nous apporter sur cette question-là. Ce sont des revenus qui sont tirés principalement de la location. Et ce sont les seuls revenus, si je peux m'exprimer ici, ce sont les seuls revenus qui sont imposables dans la catégorie des impôts sur le revenu. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va rajouter aux revenus du contribuable ces revenus fonciers pour qu'il paie l'impôt. Vous m'aviez expliqué ça tout à l'heure, mais j'avoue que je réponds très mal à la question. Oui. Je vais juste apporter du nuancé. Très bien. Donc, on a deux catégories de ce que nous appelons, de façon grosso modo, les revenus fonciers. Alors, il faut distinguer les revenus locatifs qui sont consacrés aux logements qui sont meublés. Voilà. Donc, on va utiliser plutôt ce terme comme revenu locatif pour bien faire la différence. Et le mot revenu foncier, l'expression revenu foncier pour les logements nus. D'accord. Un logement nu. Nu, ça veut dire vide. Vide. D'accord. Alors, un logement meublé, il y a des critères qui sont
qui sont retenus lorsqu'on parle de logement meublé. Donc en général, il y a à peu près 11 critères, comme les plaques de cuisson, etc. etc. Ce sont des équipements bien particuliers qu'on retrouve par rapport à l'article général au niveau des impôts qui définit la notion de meublé. Okay. D'accord. Et vous avez une notion qu'on appelle équipé. Donc Oui. on n'est pas du meublé, on a juste les équipements, etc. Alors c'est vrai que la notion de logement nu ne signifie pas totalement nu. Hein. On peut se retrouver avec des logements qui sont équipés et qui sont classés dans la catégorie des logements nus. Voilà. Donc, on fait cette différence sous la notion de revenu. Donc, revenu foncier, on va utiliser plutôt pour les locations nues, et revenu locatif, qu'on va utiliser pour la location meublée et qui sera déclaré différemment. Ce n'est pas du tout la même structure de déclaration. On est sur un autre type de déclaration qu'on appelle les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Les commerciaux, d'accord. Les revenus, ce qu'on appelle pour les revenus qui dépendent de la déclaration. Donc ce soir, on va se préoccuper de, non pas de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui relève de la catégorie des revenus fonciers. Tout à fait. Donc il y a ce qu'on appelle la déclaration 2044, les revenus fonciers. Oui. Alors on va quand même peut-être ouvrir une petite parenthèse sur la déclaration des revenus locatifs meublés. Oui. On n'entrera pas dans le détail, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe. Oui. Okay, donc on a souvent des contribuables qui font cette confusion et qui utilisent peut-être, ce que j'espère qui ne se fait pas encore, une utilisation d'un bien meublé en déclaration de revenus fonciers 2044. Ça, il faut éviter de faire ça, donc ça, c'est pas possible. Donc on ne peut pas faire une déclaration de meublé sur une 2044 qui est consacrée uniquement aux revenus fonciers pour les locations nues. D'accord. Donc il faut vraiment séparer ces deux éléments. Voilà. D'accord. Donc on a, dans notre déclaration, on a une 2042 classique. 2040. Alors vous avez, pour la déclaration des revenus fonciers, vous avez utilisé un imprimé qu'on appelle une 2044. D'accord. À partir du moment où vous êtes en détention directe du bien, et non pas sous forme de structure comme une SCI, vous utilisez une 2044, et là vous allez carrément balayer tous les champs, toutes les lignes qui correspondent au loyer brut, etc. Donc jusqu'aux charges, les intérêts non pas. Donc ça c'est pour les locations nues. Nues, d'accord. Alors, permettez-moi 2 questions. Oui. La première, c'est que, à la lumière de ce qui vient d'être dit, ce ne sont pas tous les revenus locatifs qui relèvent du régime du revenu foncier, de la déclaration des revenus fonciers. Est-ce que je me suis fait comprendre ou bien est-ce que je ne me suis pas fait comprendre correctement? Pas du tout. J'ai du mal. De toutes les façons, à partir du moment où vous avez des revenus fonciers, il faut les déclarer. Oui. Maintenant, on est d'accord. Vous avez, la loi permet pour certains critères, je prends le cas où vous louez un espace dans votre maison, qui est vous faites une location pour 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, c'est le sous-sol de votre maison pour un étudiant. Oui. Si on est sur à peu près 141 € par mètre carré pour l'année, ce qui correspond à 1410 € si on prend 10 mètres carrés de surface. Pour une année, quand vous ramenez ça par mois, vous êtes à peu près à 120 € par mois. Donc, quand vous êtes sur ce type de montant de déclaration, vous n'avez pas besoin de déclarer. Donc, quand vous parlez de revenus fonciers à déclarer, je dis dans ce cas particulier, c'est non. La loi permet d'être exonéré en matière de déclaration parce que vous avez un étudiant qui paye peut-être 120 € par mois, etc. Bon, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de recette qui ne relève pas de... Absolument. Pour lesquels on ne déclare pas. Voilà, vous avez des niveaux de recettes selon le type de location que vous faites. Notamment, quand vous avez un étudiant, c'est forcément une location meublée. Oui. Donc, à partir de certain niveau de recettes, vous déclarez ou vous ne déclarez pas. Voilà. D'accord. Et pourquoi on emploie le terme revenu plutôt que le terme de recettes? Pourquoi on ne dirait pas les recettes qui relèvent de la relocation? Ce sont des revenus qui viennent en complément des traitements et salaires. Alors, après avoir, je dirais, à partir où vous recevez des revenus bruts, vous allez déduire un certain nombre d'éléments qui sont des charges, des intérêts d'emprunt, etc. Et ce qui va revenir au final et qui va remonter sur votre déclaration principale qui est votre 2042, donc il y aura un résultat qui va remonter, ou bien un déficit, ça peut être un résultat positif ou un résultat négatif. Ce qui remonte, à ce moment-là, si c'est un positif, c'est un revenu complémentaire qui va être assujetti évidemment à votre tranche marginale d'imposition, donc il va carrément être soumis au même titre que vos traitements et salaires à des taux qui vont donner carrément naissance à un impôt à payer. Donc, si vous êtes en déficit et que vous pouvez utiliser ce déficit pour déduire au niveau du revenu global, sous certaines conditions qu'on verra par la suite, et quoi qu'il en soit, que ce soit un déficit ou non,
on le considère comme un revenu. Voilà. Très bien. Alors, vous avez effectivement des gens qui n'ont pas de traitement et salaire et qui vivent de leur revenu. Exclusivement de revenus fonciers. Et qui tous les premiers du mois vont solliciter le locataire pour lui demander de ne pas oublier de payer son loyer. Hein. D'accord. Alors ça, je connais 2 ou 3 qui sont de vrais propriétaires qui ne plaisantent pas. Ils n'ont pas besoin de passer par une agence immobilière. Et le premier au matin, voilà, ils ont besoin de leur loyer. Ils viennent taper en disant... Ce sont des rentiers. Ah oui. Mais ils ont bien travaillé pour ça, en fait. On va pas leur reprocher. C'est pas forcément des gros salaires. Hein. Ce sont des gens qui sont bien structurés, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont déterminés. D'accord. Voilà. D'accord. Puisque vous en parlez, juste une petite remarque, c'est une parenthèse par rapport à notre sujet. Quelle est l'appréciation que vous faites du marché immobilier aujourd'hui? Puisque j'entends dire souvent que c'est le moment d'acheter. D'autres disent non, il faut faire attention, les taux de terrain vont augmenter, les banques prêtent moins souvent qu'avant. Je vais donner une appréciation qu'il faut essayer de quitter le territoire de la Martinique et se projeter dans le monde. Oui. Aujourd'hui, dans l'espace mondial, on a une crise en Europe. On sait que cette crise en Europe n'est pas du tout favorable à des investissements. Vous avez aussi toute la partie ACP, toute la partie Afrique, où c'est quand même assez délicat de continuer à investir, parce que cette zone que vous voyez, aujourd'hui, vous avez ceux qui utilisent les fonds, qui reçoivent les fonds, demandent beaucoup plus de contrôle directement sur ces fonds. Et vous avez une partie qui la considère comme étant la partie la plus stable du monde, c'est la Caraïbe. Donc quand vous parlez de la Caraïbe, vous vous dites, bon voilà, maintenant je vais investir sur la Caraïbe. On a vécu le Covid et on s'est retrouvé avec beaucoup de directeurs ou de hauts cadres qui sont venus carrément pendant cette période de Covid sous des investissements, sous des occupations, sous des jouissances de biens, de maisons individuelles, plus souvent avec des piscines. Bon, ça, c'est des choses qui marchent énormément. Mm-hmm. Donc là, on se rend compte qu'aujourd'hui, si vous investissez dans la Caraïbe, dans des zones qui sont vraiment calmes plutôt, c'est vraiment de bons investissements. En l'occurrence, si vous choisissez les Antilles, qui sont dotés d'éléments modernes, techniques, etc., vous dites, ça y est, je peux me permettre d'investir. Donc, pour répondre à votre question directement, si on revient sur le côté local, on a encore de beaux gens d'investissement sur les Antilles, sur la Martinique. Alors, il y a des nuances sur lesquelles on peut peut-être poser des questions par rapport à certaines zones, notamment maritimes, certaines communes qui ont été classées comme étant récemment comme des communes communaristes par rapport à l'érosion. Oui. Okay, donc, on peut aussi s'attendre à voir de façon indirecte le prix du foncier augmenter à l'intérieur des terres, là où le prix du foncier était peut-être le plus cher en bordure de mer. Ouais. Donc voilà, donc je vous dis que vraiment, on est un département, un territoire qui est quand même pas très grand, pas extensible. Je vous dis que là aujourd'hui, au niveau de l'immobilier, il y a encore de quoi faire. Et je pense qu'on va encore voir débarquer beaucoup d'investisseurs sur les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique. D'accord, ce qui va aboutir à un renchérissement des prix. Les prix vont grimper là. Oui, je pense que en plus on sera peut-être plus obligé, notamment par rapport à tout ce qui est en matière de génie civil, de revoir notre façon de construire, plus en horizontal mais plus en vertical, d'organiser justement les espaces différemment. Et voilà, donc 300 mètres carrés pour un terrain, voilà, ça suffit largement pour faire une très belle baraque. Oui. Voilà, maintenant, je crois que je dis qu'aujourd'hui, il y a encore de la matière, à investir aux Antilles. Bien sûr, on a les taux qui vont continuer, là, les taux vont augmenter. Donc, je dis, pour ceux qui doivent signer des offres de prêt, n'hésitez pas trop. Les taux vont vraiment augmenter sous les mois qui viennent. Mais ce que je dis, c'est qu'au niveau des investissements sous la Martinique, il y a vraiment de quoi faire encore aujourd'hui. D'accord. En tout cas, vous êtes optimiste. Ah oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Moi, je crois qu'il faut aussi se poser beaucoup de questions sur la construction, sur ce qu'on veut vraiment construire. Et puis, je crois qu'on a un outil qui est formidable, qui est Internet, qui n'est pas un bon conseil, hein, parce que quand vous vous dispersez sur Internet, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais qui permet aussi de pouvoir au moins permettre de répondre à des problématiques. Et puis, vous avez aussi des professionnels en génie civil qui s'organisent, qui se regroupent, que ce soit des architectes ou des ingénieurs, ce qu'on appelle les maîtrises d'œuvre générales, pour pouvoir présenter de meilleures solutions, de propositions aux clients. Donc là, tout ça remet en cause. Et je crois que, justement, je disais que c'est
notamment le métier de la construction, c'est encore vraiment un métier à devenir. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est la première fois que j'entends une telle analyse qui me fait énormément plaisir, parce qu'elle est quand même extrêmement positive. C'est l'opinion que vous aviez concernant le marché de l'immobilier à Martinique. On s'écarte un petit peu dans le sujet, mais on va revenir tout de suite dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, effectivement, nous avions la même opinion, d'autant plus que pour un certain nombre d'éléments qui sont déjà bâtis, on va devoir penser à construire au-dessus, par exemple, des copropriétés, donc avoir des lots supplémentaires et penser peut-être maintenant à construire en dessous des copropriétés et avoir des espaces liés à des espaces en dessous des bâtiments. Et ça va nous permettre aussi de renouveler notre politique de la ville. Parce qu'on constate que quand même dans certaines de nos villes, notamment celle de Fort-de-France, où on a essayé de mettre en place des outils, on va peut-être devoir en réinventer d'autres ou avoir des politiques un peu plus agressives pour pouvoir réexploiter toutes ces dents creuses ou tous ces immeubles qui sont en ruine et qui demandent à être réhabilités pour loger les gens. D'accord. En tout cas, tout ça est extrêmement intéressant. On va donner la priorité quand même aux appels. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous entends très loin. Mais quel est votre prénom ? D'accord. Donc, il n'a pas très bien compris, donc il demande de réexpliquer. Et il demande aussi s'il y a des locataires qui ne paient pas, est-ce qu'il sera toujours éligible, est-ce qu'il devra payer ses impôts? D'accord, très bien. Alors, mesdames, messieurs, donc Patrick nous demande quelle est la différence entre un meublé et puis un logement nu. D'accord ? Qui c'est qui veut bien se lancer dans la réponse ? Je vais répondre. Oui. Donc, j'essaie de retrouver. Alors, une location meublée, donc c'est une location qui présente un certain nombre d'équipements. Oui. Notamment, vous avez tout ce qui est en matière de literie, couette. Ça peut être aussi des plaques de cuisson, un réfrigérateur, tout ce qu'il faut pour qu'à partir du moment où vous avez un locataire, il sait qu'il peut manger, dormir, regarder la télé, voilà. En fait, et se laver. Voilà, se laver. Voilà. C'est exactement ça. Ça veut dire à partir du moment qu'il sait qu'il peut séjourner 24 heures, 48 heures, il a fait ses courses, ses provisions et qu'il consomme. Voilà. C'est un logement meublé. C'est un logement qui est totalement meublé. D'accord. Okay. Donc il n'y a pas un texte de référence qui donne la liste de... Tout à fait. Alors je vais vous le retrouver un petit peu par la suite là, parce que c'est une question que je pensais que serait arrivée en second lieu. D'accord. Mais vous avez un texte au niveau de texte de loi qui précise effectivement tout le détail au niveau de la notion des équipements. Donc vous avez un checklist de 11 éléments qui sont indiqués. D'accord. Donc il faut au moins, on dit bien au moins ces 11 éléments. Donc quand vous en tirez 2 ou 3, si par exemple vous retirez le réfrigérateur ou retirez la plaque de cuisson, vous n'êtes plus considéré comme étant un logement meublé. Donc il faut faire attention à cela. D'accord. Alors est-ce qu'on le passe dans la catégorie nue ? Ça peut être considéré dans la catégorie nue. Très bien. Donc, alors lui, Patrick demandait donc ce qu'on entend par logement nu. Un logement nu, c'est un logement... qui n'est pas meublé. Qui n'est pas meublé. Oui. Simplement, il faut donc faire on va dire vide. Est-ce qu'on peut dire vide tout simplement ? Oui, tout à fait. On utilise le mot vide pour un logement nu. D'accord. Un logement nu, c'est un logement où si vous avez une plaque de cuisson, même si on pourrait penser que ça fait partie d'une partie du meublé, c'est un logement nu. C'est un logement nu parce qu'il n'y a pas les 11 éléments. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez faire votre bail, vous allez quand même préciser cet élément supplémentaire au niveau de la location nue. Location nue plus une plaque de cuisson. Très bien. Okay. Mais je ne me rappelle plus, il y avait une deuxième question, Patrick. La deuxième question, c'était si le locataire ne paye pas, est-ce qu'on devait déclarer je vais dire de fait très attention à cette notion de locataire qui ne paie pas le loyer. D'accord. Je vais mettre une alerte, mais vraiment très forte. Ouais. Quand vous avez un locataire qui ne paie pas un loyer, vous devez lui signifier qu'il ne paie pas un loyer. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez toutes les dispositions pour lui mentionner qu'il doit payer un loyer. Que ce soit si vous passez par une agence immobilière, donc vous avez des professionnels. Alors je dis souvent, laissez les professionnels faire. C'est pas parce qu'une fois que vous allez entrer dans cette dynamique, vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Donc soit vous passez par un professionnel qui va signifier au locataire qu'il doit payer. Donc il y a plusieurs actes
qui vont évidemment en découler. Donc il y aura des relances, etc. Et sinon, vous passez par un huissier directement pour pouvoir demander votre dû. D'accord, c'est-à-dire vous passez par l'avocat ensuite pour obtenir l'expulsion de locataire. Alors, si vous arrivez à l'expulsion, par contre, ce qui est important, c'est que vous avez des locataires qui vont vous dire, écoutez, moi, je ne peux pas payer parce que j'ai des soucis. Je suis en surendettement. Je me suis séparé. Oui. Donc, voilà, j'ai des enfants. Il faut faire très attention à ce chapitre. Parce que la loi peut considérer que si vous accordez une clémence à ce locataire, par rapport à ce qu'il vous a indiqué, sans lui avoir signifié qu'il vous doit un loyer, vous pouvez être quand même dans l'obligation de déclarer un loyer fictif, sachant que vous n'avez pas perçu de loyer. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à avoir le poids, et pourtant, vous ne percevez pas de loyer, il ne vous paie pas de loyer. On peut considérer au niveau de la loi que vous accordez ce qu'on appelle une libéralité, autrement dit, un avantage à ce locataire. Donc, vous devez signifier à un locataire qui ne vous paie pas, même si vous buvez le punch avec lui, avec modération, tous les week-ends, il faut lui signifier. Il faut agir. Ouais. D'accord. C'est très important parce qu'au niveau de l'administration fiscale, ils vont considérer que vous créez un avantage pour ce locataire et vous obligez à faire une déclaration de revenus complémentaire. Ça veut dire que vous avez peut-être perçu 100 euros sur un loyer qui devait être à 900 euros. Et bien les 800 euros qui manquent, que vous n'avez jamais perçus, vous devez les déclarer. Très bien. D'accord. Ça paraît très bizarre. Et quand vous regardez bien dans votre déclaration 2044, vous avez une ligne pour ça, qui vous dit ce qu'on appelle les loyers que vous étiez censé percevoir, que vous n'avez pas perçus. Que vous n'avez pas perçu, d'accord. Et quand vous lisez ligne par ligne, les impôts ont construit des lignes adaptées à chaque cas de figure. D'accord. Mais ça me rappelle quelque chose. Mais avant d'y venir, parce que je partage tout à fait ce que vous venez de dire, parce que j'ai eu une espèce de pincement quand je vais vous avouer ce que je vais vous avouer dans un petit instant. Je voudrais savoir s'il y avait un commentaire par rapport à cette notion de loyer non perçu. C'est l'abandon de loyer, mais il y a une petite précision que je voudrais apporter, c'est concernant la période liée à la crise sanitaire. Oui, c'est bien de ça que j'allais parler. Vous me prenez les mots de la bouche, professeur. Très Alors, bien. entre le 15 avril, je me permets de le lire, parce que ce sera beaucoup plus précis. 15 avril 2021. Et le 31 décembre 2021, effectivement, les entreprises touchées par des conséquences de la crise sanitaire ne sont pas imposables au titre des revenus fonciers. Oui, c'est ce que j'allais dire, Monsieur Florent. C'est que j'ai été très surpris lorsque l'administration fiscale a sorti cette instruction. Alors, on rajoute juste un petit truc. Attends, 2 petites minutes. J'ai été très surpris lorsque l'administration fiscale avait sorti cette instruction disant que les propriétaires qui acceptent d'abandonner les loyers pendant cette période liée à la crise sanitaire sont dispensés de déclarer les loyers abandonnés. Ce qui voulait dire indirectement que même si je ne perçois pas le loyer, je dois quand même déclarer. Absolument. D'accord. La logique aurait été pendant cette période, si l'administration n'a pas été aussi clémente, puisque ça aurait été, malgré le fait que vous n'ayez pas perçu le loyer et que les locataires n'ont pas justement les moyens de les payer parce qu'on est en crise sanitaire, vous devez déclarer ce qu'on appelle des loyers fictifs. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous ne déclarez pas les loyers, vous utilisez quand même des éléments qui viennent à charge au niveau des revenus. Ça veut dire que je n'ai pas de loyer. Par contre, je vais quand même continuer à utiliser les intérêts d'emprunt, à utiliser la taxe foncière comme étant à déduire du revenu, etc. Donc, je vais déduire de mon revenu un certain nombre de charges. Je vais déduire des charges sur un revenu qui n'existe pas. Qui n'existe pas, oui. Donc, ça, l'administration fiscale, crée un déficit. Ça, ils n'apprécient pas ça. Très bien. Donc, sauf si vous avez une raison justifiée, comme quoi, soit un abandon ou une vente ou une cession effectivement du bâtiment, ça, ils n'apprécient pas du tout de savoir que je n'ai pas de revenus et vous déduisez des charges qui vont peut-être générer un déficit qui va être déduit du revenu global. Du revenu global. D'accord. Ça, c'est niette. D'accord. Alors, c'est pour ça que cette clémence a été accordée pendant cette période. Je rappelle qu'on est quand même revenu sur la situation qui était bien avant le Covid. Donc, on ne continue pas à appliquer bien ça. Sûr, oui. Oui. La petite précision, c'était qu'il ne fallait pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur. Oui, donc le locataire, bien sûr. Voilà. Et puis, cette mesure ne s'applique pas aux bailleurs qui accordaient un simple délai de paiement sans renoncer définitivement à
à la perception de leur loyer. D'accord. Autrement dit, il s'agit vraiment d'un véritable abandon de loyer qui doit être quand même justifié. Le fait de dire au locataire, bon, je sais qu'on peut payer le premier, écoutez, on reporte ça le 15, vous allez me payer le mois prochain, c'est un retard que je lui accorde. Ça, on n'est pas dans le même cas de figure, on est bien d'accord? Absolument. D'accord. Alors, vous avez évidemment des cas qui sont justifiés. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, à partir du moment où vous entrez dans cette situation, le locataire ne paie pas, Oui. soit vous allez évidemment jusqu'à une procédure pour aller à l'expulsion, vous faites accompagner par des professionnels, des avocats. Oui. Mais si vous sentez que cette situation qui perdure, il faut automatiquement que vous puissiez montrer à l'administration fiscale que vous avez été motivé pour aller récupérer vos loyers. Très bien. Et vous n'avez pas récupéré, mais vous avez été motivé par des éléments qui sont quand même qui seront demandés comme preuve. D'accord. Alors, prenons un cas de figure. Vous qui êtes un spécialiste de ces questions-là, je me viens avoir votre réponse parce que c'est quelque chose qui me préoccupe pour laquelle je n'ai pas encore la réponse. Si j'ai un locataire qui ne paie pas parce qu'il est en difficulté financière, oui. Je souhaiterais quand même qu'il me laisse mon logement. Est-ce que je peux pas à la limite dire, bon écoutez, je préfère perdre les loyers en question, licencier ce que je récupère ma clé, plutôt que de me lancer dans une procédure qui va me coûter de l'argent, qui va peut-être traîner et qui va me poser des problèmes par la suite. Est-ce que là, ce loyer-là, il n'est pas déclarable? Monsieur Etifié, vous avez très bien répondu. Ça, c'est un cas qui est particulier, effectivement, qui peut se justifier absolument, à ce moment-là. Absolument. D'accord. Vous êtes vraiment dans un cas particulier où on sait que le locataire va s'en aller avec des dates qui sont précises et de façon... vous allez carrément trouver une organisation avec le locataire en disant, écoutez, je sais que je paie les loyers, par contre, je sais que vous allez quitter le logement et que par la suite, je récupère le logement, je ne laisse pas le logement vacant pendant une année. Oui, d'accord, mais c'était mon opinion, c'était mon intention. Non. Il faut vraiment être toujours dynamique. Alors ça, il est parti, il y a des travaux à faire, ce qui peut arriver, et après, donc, vous devez toujours dynamiser la location. D'accord. Donc c'est un cas de figure qui permet l'abandon du loyer. Tout à fait, oui, absolument. Ça, je vous le confirme. Effectivement, l'administration fiscale à ce niveau-là, donc accepte. Merci, monsieur le spécialiste. Il y a eu des cas où il y a une résistance, et bon, après, lorsqu'on voit tout ce qui se passe en cassation, ça s'est déjà passé sans problème. Sans problème, d'accord. On a un appel. Bonsoir. 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 Oui, quel est votre prénom? Oui, je me présente pas. Je m'appelle Christiane, pardon. J'ai pas entendu. Christiane. Christiane, oui, Christiane. Christiane, quelle est votre question? Alors, j'ai pas compris ma question et en fait, je voulais savoir la différence entre la taxe foncière et le revenu foncier. D'accord. Très bien. Et j'ai une autre question. Comment déclarer un prêt immobilier pour être exonéré de taxes ou revenus fonciers? Je ne sais pas la différence des deux. D'accord, très bien. En tout cas, on a entendu ce plateau. Donc, quelle différence qu'on fait entre, nous a demandé Christiane, la taxe foncière et le revenu foncier, c'est ça? Le revenu foncier, voilà. Donc, qui c'est qui lui répond? La taxe foncière, c'est l'impôt que l'on paye. Parce que si on est propriétaire d'un bien immobilier, c'est l'impôt que l'on paye. Ouais. Et le revenu foncier, c'est l'ensemble des... Enfin, c'est l'impôt qui couvre les loyers ou que l'on a tendance à avoir quand on possède un bien bâti ou non. D'accord. Mais professeur, je pense que vous comprenez quand vous dites ça, mais je voudrais quelque chose de plus simple pour tous nos téléspectateurs. Alors, on reprend. Oui, j'ai compris un petit peu, en fait, la taxe foncière, c'est... Oui, Christiane. La taxe foncière, c'est en fait ce qu'on déclare pour payer... Je suis un petit peu perdu ici dedans. Il vous a perdu, le professeur. Je sais bien qu'il vous a perdu. On va vous dire ça de manière beaucoup plus simple pour que ce soit plus clair. Oui. Alors, je vais compléter. Effectivement, il a donné des bonnes informations. La taxe foncière, c'est le document que vous recevez courant octobre qui est titulé Avis d'imposition foncière. Vous êtes propriétaire de bâtiment, vous allez évidemment payer la taxe foncière. Si vous avez un locataire qui occupe ce logement, il paie les ordures ménagères qui font partie de la taxe foncière.
Donc, je D'accord. récapitule. D'accord. Une taxe foncière, c'est un impôt Ouais. qui est perçu une fois par année Sur les propriétaires d'immeubles. sur les propriétaires d'immeubles. D'accord. Dans lequel vous avez une ligne D'accord. qui concerne notamment les ordures ménagères Oui. qu'on attribue à charge aux locataires quand vous louez ce logement. D'accord. Très Les, bien. les revenus fonciers, ce sont des recettes. Oui. Là, on est de l'autre côté de la barrière. On n'est pas du côté des impôts. Oui. On est du côté de votre porte-monnaie, de votre poche. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est vous qui bien. percevez les loyers. Vous percevez vos loyers, soit par virement, par chèque, etc. Donc, sous toute espèce de forme. Soit en détention directe du logement, ça veut dire en tant que personne physique, soit par le biais d'une société, une SCI, une SARL, une SAS, etc. Voilà. Et ça peut être un fonds de placement D'accord, aussi. très bien, très bien. Oui, ça peut être aussi une forme de placement. Vous avez ce qu'on appelle des sociétés de placement, ce qu'on appelle les SCPI, Ouais. Sociétés civiles de placement immobilier. Donc, ils vous donnent, ce sont des bâtiments, comme des bâtiments, il s'agit d'imaginer que vous avez des grosses entreprises qui occupent des bâtiments sur Paris. Ces entreprises occupent des bâtiments, ces bâtiments sont détenus par des sociétés Oui. qui mettent en location ces bâtiments et qui reversent des revenus en plaçant justement ces bâtiments au niveau de la bourse, on veut des revenus aux différents propriétaires. Donc vous achetez ce qu'on appelle des parts, au lieu d'acheter un logement, vous achetez ce qu'on appelle des parts, on appelle des sociétés civiles de placement immobilier. D'accord. Voilà. Donc pour résumer, d'un côté, c'est pour les impôts, la taxe Yes. directement, on va Ah dire oui, ça comme toujours, ça. toujours. Et de l'autre Pour la côté, taxe impôt. très bien. Et puis de l'autre côté, les revenus, ce sont ces recettes C'est pour vous. avant que l'impôt, évidemment, Ah oui, tout à fait. ne passe rien. Ce D'accord. sont d'abord des revenus fonciers Très bien. qui sont Je bruts, comprends mieux, oui. bruts, et après avoir déduction de tout ce que vous avez en charge de l'année aux taxes, hein, puisque vous devez aussi déduire de vos revenus fonciers Oui, l'impôt foncier que vous allez évidemment payer. payé, bien sûr. Voilà. D'accord. D'accord. Merci Christiane d'avoir Et participé. j'avais une autre question encore Oui. aujourd'hui. Et comment je peux déclarer si j'ai un prêt immobilier en cours, puisqu'il n'y a pas longtemps que j'ai fait une construction, comment je peux déclarer cette taxe foncière? Alors, juste une précision. Si vous Attends, avez... Christiane a dit comment il peut déclarer la taxe foncière. Hein. Attendez. Et pas sous l'emploi. Je vais vous expliquer. Ouais. Si vous avez, parce que j'ai bien compris, vous avez fait une construction. Oui. Donc, si cette Oui. construction, c'est votre résidence principale, C'est ça. c'est le cas. Donc, vous n'avez aucune c'est possibilité de déduire la taxe foncière dans aucune ligne concernant votre déclaration d'impôt. Donc, vous êtes votre résidence principale, la taxe foncière, théoriquement, vous êtes exonéré les 2 premières années de la taxe foncière puisque votre logement est récent. Donc, Ouais. vous avez 2 ans d'exonération de taxe foncière qui ne sont pas des exonérations de taxe foncière. Ce n'est pas 2 ans. Hein. C'est 2 ans de retard pour l'administration pour pouvoir impacter bref, en base de données. Oui, comme elle sera en retard, donc elle Non, non. prend les devants. Donc, on en va fait, dire. l'administration vous dit qu'elle vous offre 2 années Oui. d'exonération, mais en fait, c'est 2 années pour mettre en place tout le dispositif. D'accord. Voilà. Ben, Ah, très bien, parce que je me suis renseignée aux impôts parce qu'on m'avait parlé comment ça s'appelle eh bien, j'oublie le nom, oh là là. Un imprimé. Et on m'a dit que ça n'existe plus, l'exonération de taxe foncière, c'est payé plein pot, oui. Non. Vous avez un imprimé H1, H2 que vous remplissez. Quand vous achetez un appartement, c'est un imprimé H2. Quand vous construisez une villa, c'est un imprimé H1. D'accord. Quand vous remplissez cet imprimé, vous avez droit effectivement à 2 ans d'exonération de la taxe foncière. D'accord. En fait, c'est pas une exonération directe. C'est simplement ça vous donne l'impression que c'est une exonération, mais c'est simplement un décalage d'inscription de la taxe foncière réellement calculée par les impôts. Mais est-ce que Qui prend 2 ans. l'erreur de Christiane n'est pas le fait qu'elle n'ait pas fait cette demande Alors, d'exonération? si par contre vous n'avez pas rempli cet imprimé H1 ou Je n'ai H2, jamais rempli cet imprimé. eh bien, voilà. c'est bon. C'est-à-dire Voilà. que vous n'avez Oui, voilà pas... Christiane, puisque vous dites que vous avez un petit peu du mal à nous suivre, j'essaie de résumer simplement, c'est-à-dire que pour bénéficier, je pars sur le contrôle de M. Florent, pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière pendant les 2 premières années, encore faut-il que vous ayez rempli l'imprimé qui permet cette exonération-là. Tout à fait. Vous avez donc 6 mois après la Bon, déclaration. je n'ai jamais fait cette... Eh bien voilà. Eh ben, en je fait, n'ai jamais déclaré ça, je n'ai jamais rempli cet imprimé. c'est dommage parce qu'en fait, Et c'est trop tard là maintenant. c'est 6 mois après la déclaration d'achèvement de travaux. Ah oui, là c'est mort, c'est Ouais, fini. donc quand vous déposez votre DAT au 31 décembre, DAT, ça veut dire? déclaration d'achèvement de travaux Oui. en mairie, Oui. donc vous avez 6 mois pour pouvoir déposer votre imprimé H1 ou H2. D'exonération de la taxe Parce que foncière. moi, Exactement. quand j'ai déposé ma déclaration de fin de chantier, Oui. moi je pensais que le transfert se serait fait directement vers les impôts Oui. et qu'on me retournerait un imprimé pour pouvoir faire le nécessaire. Et je n'ai pas reçu. Non. Je vais dire aussi, souvent, aux contribuables,
les impôts nous ont donné un outil de simulation qui est aussi un outil pour pouvoir poser des questions. Donc, quand vous avez des questions vous avez des doutes, vous posez des questions, parce que vous avez votre site, vous allez sur votre lien là, et au niveau du site des impôts, et vous posez la question. Quand vous avez une question qui vous gêne, vous la posez, même si ce n'est pas la peine de vous enrober de belles phrases, vous posez la question, et vous devez avoir une réponse. Et c'est très important de poser ces questions, parce que vous avez quelqu'un qui est en face, qui va vous répondre. Mais on peut dire quand même à la décharge de Christiane que pour poser une question, il faut que je sache. Je ne pourrais pas si j'ignore. Il faut le connaître, il faut le savoir. Parce Voilà, que tout à fait. Ouais, c'est on vrai. m'avait pas parlé de ça récemment. Moi, je suis encore dans le doute là pour l'interrogation. Je ne savais pas qu'il fallait déclarer. On m'a même dit que je peux déclarer mes intérêts de prêt. Alors, c'est vrai que vous avez raison. Quand vous travaillez avec des promoteurs ou des agences immobilières qui vous ont commercialisé le bien, qui vous ont vendu le bien, ces professionnels ont toujours... la construction, il m'a pas donné les renseignements qu'il fallait. Ouais, malheureusement, je sais, c'est vrai que ces professionnels, ils ont le réflexe d'aller récupérer eux-mêmes les imprimés H1 et H2. En fait, aujourd'hui, on peut les récupérer sur Internet. Et à ce moment-là, on les remplit et ça vous permet effectivement d'avoir ces exonérations pendant les 2 années. Voilà. Moi, ça est trop tard, là, je peux rien faire. Je peux rien gagner. C'est fini, c'est vrai. Mais Christiane, excusez-moi, comment dirais-je, je suis de votre côté parce que je vous soutiens quand même, parce que c'est quand même ralent. Vous avez, c'est un professionnel qui ne vous donne pas les renseignements nécessaires pour vous permettre de bénéficier de ce dont vous avez droit. C'est quand même incroyable. Moi, je ne comprends pas que quelqu'un puisse faire un métier sans pouvoir donner tous les renseignements nécessaires aux gens. Elle a quand même précisé qu'elle est arrivée après. Et je suis remontée face à ça. Moi aussi, mais je suis avec vous. Remontez avec vous. Mais c'est ça, c'est catastrophique. Alors vous voyez, Christiane. Mais je suis perdante, je suis toujours perdante là. Mais c'est fini, parce qu'à partir de ce soir, vous savez un certain nombre de choses. Voilà ce à quoi servent nos émissions, c'est-à-dire que... Je vous remercie pour votre émission, parce que là, ça m'a éclairé que je pourrais aider certaines personnes qui sont peut-être dans le doute comme dans les situations. Donc on fait œuvre de pédagogie, on essaie d'abord d'expliquer davantage les choses aux gens pour qu'ils puissent à l'avenir ne pas se retrouver dans une situation comme celle-là. Mais moi je suis enragé parce que non, il y avait un estimé à remplir et point final. C'est quand même 2 années de perdu et c'est quand même embêtant encore. Oui, c'est ça. Ça, je peux vous comprendre. Bon, écoutez, je vous remercie quand même pour toutes ces informations et à l'avenir, je ferai plus attention. Merci. À bientôt, Christiane. Merci. À bientôt, Christiane. D'accord. Parlons toujours sur les recettes, puisque nous sommes dans les recettes là aujourd'hui, puisqu'on est passé, on parle des revenus fonciers, on parle des recettes, quelles sont les recettes qui sont à prendre en considération. Donc on a dit, enfin j'ai dit, vous allez me dire si je me trompe, que c'est tout ce qui concerne les locations d'immeubles. D'accord ? Et moi ce que je voudrais, la précision que je voudrais apporter à nos téléspectateurs, c'est qu'est-ce qu'on entend par immeuble, parce que de manière générale, pour un individu lambda, un immeuble, c'est un bâtiment qui a plusieurs étages, point final. Et donc, cette notion d'immeuble-là, sur le plan du droit, je sais que vous êtes des juristes, qu'est-ce qu'elle recouvre ? C'est quoi ? C'est un bâtiment ? C'est une maison individuelle ? C'est quoi exactement, un immeuble ? Un appartement, une maison... donc, ça peut être un appartement aussi, c'est un immeuble. Ça peut être un appartement, ça peut être une maison, ça peut être... Alors, ça peut être un certain nombre de biens que cette personne peut oui, ce sont des biens immeubles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les immeubles, c'est savoir ce qu'on entend par immeuble. Mais les terrains, ce ne sont pas des immeubles ? Aussi. Les terrains, ce sont des immeubles. Bien. Mais c'est ce que je voulais que vous disiez à nos téléspectateurs, c'est que si j'ai des loyers d'un terrain, ce sont des loyers qui vont entrer dans la catégorie de revenus fonciers. Ce sont des loyers qui portent sur des immeubles. D'accord. Donc on va faire la distinction entre propriété bâtie et propriété non bâtie. Tout à fait. D'accord. Et ce qui va pouvoir faire que, par exemple, des salines, des marais ou ce genre de terrain que vous mentionniez donc font partie toutes les locations qui portent sur quel que soit appartement, maison, terrain, tout ça, ça rentre. Il faut que je déclare ces ressources-là. Alors, lorsque vous avez un terrain, que vous le louez, donc vous avez un revenu que vous percevez,
Je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas cette information assez précise. Oui. Mais effectivement, on peut considérer que ça rentre dans cette catégorie de revenus fonciers. D'accord. Lorsqu'on regarde, c'est un immeuble, il y a une référence cadastrale, Oui. vous avez un élément, une surface, etc. Et après, maintenant, c'est un revenu qui est occupé par un bâtiment, par un locataire qui peut être... qui fait une occupation particulière, peut être professionnelle ou à titre... En tout cas, il me verse des loyers. Tout à fait. Et Voilà. ces loyers, il faut que je les déclare. Alors maintenant, Oui. si la location, le locataire, c'est une société, alors on entre dans d'autres chapitres, dans d'autres scénarios Oui. qu'on va pas aborder. Oui. Alors c'est pour ça que je dis que de faire vraiment attention à cette notion. Après, si vous êtes sur un bail agricole ou autre, il faut faire vraiment attention parce qu'on n'est pas Attention. tout à fait D'accord. sur la Je pense qu'on a un appel. On va voir si Donc, moi, j'ai on a pas- l'appel et puis on va revenir. Oui, tout à fait. dans C'est quelques intéressant que instants. je vais mettre une parenthèse parce que... D'accord. Bonsoir. Voilà. Oui, nous entendons très mal, Yannick. Oui. Je n'entends pas Yannick. Yannick, je t'entends très mal. Est-ce que tu peux parler plus fort? C'est une partie du loyer. Allô? Yannick? Une partie du loyer qui est payée par la CAF, Oui, mais voilà. l'autre qui n'est pas payé par le locataire. Oui. Qu'est-ce qu'il déclare aux impôts? D'accord. Comment fait-il sa déclaration? D'accord. C'est Jean, il est propriétaire alors. On est d'accord? D'accord. Donc, Et l'autre question, c'est qu'en fait, comment traiter, est-ce qu'on traite de la même manière les revenus d'une SCI et les revenus de particuliers? D'accord. Et comment partage-t-on les impôts entre les associés de la SCI? d'accord. Très bien. Alors, donc, j'ai un loyer versé en partie par la CAF, je suis propriétaire, bien sûr, et puis l'autre partie versée par le locataire. Donc, la question de Jean, c'est est-ce que je déclare tout ou bien est-ce que... La totalité. Voilà. C'est pas compliqué. Elle est aussi simple que ça. Parce que vous avez une ligne, quand vous regardez votre déclaration, vous avez une ligne qui précise toute espèce de... toute subvention Ouais. qui vient s'additionner au revenu, au revenu effectif, c'est-à-dire le revenu que vous avez réellement perçu, plus toutes les subventions qui viennent en annexe. Alors, Très bien. ça peut être aussi, par exemple, vous recevez une indemnisation d'assurance, Oui. parce que le logement est resté vacant. Ouais. C'est aussi un revenu. C'est un revenu que tu C'est un déclares. revenu que vous devez rajouter sur la première ligne. J'essaie de retrouver pour vous Oui. la ligne. C'est dessus. Donc c'est tout à fait en noir sur blanc. Je vais essayer de la retrouver, bon c'est pas grave. D'accord. Mais c'est aussi un élément... C'est à déclarer. À déclarer. Très bien. Et la deuxième question de Jean, c'est de dire que lorsqu'il y a une SCI, Oui. et sa question c'était quoi encore alors, il voulait faire la différence entre la SCI et les particuliers. Je ne me rappelle plus de la question exactement. Alors pour la SCI, vous avez une 2044 SP Oui. qui est utilisée, qui est utilisée, qui va pratiquement faire les mêmes organisations économiques qu'on va retrouver sur la 2044 si vous étiez en personne physique. D'accord. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez retrouver, les mêmes lignes que vous allez retrouver comme étant, tiens, je prends l'exemple, tout ce qui est revenu brut, charges, impôts, c'est exactement la même présentation. Sauf que c'est D'accord. sur une enveloppe SCI. D'accord. Alors, à l'issue de... Évidemment, il y a un résultat qui va remonter. On est dans une SCI, vous avez des associés de la SCI, donc qui sont détenteurs de parts, 25, 30, 40, pour arriver à 100%. Si la société, c'est une SCI qui est à l'IR. Alors ça, c'est très important. Si elle est à l'IR, donc ce qui va être déclaré... Donc hier, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. D'accord. Elle n'est pas à l'impôt sur les sociétés. Elle n'est pas l'impôt sur les sociétés D'accord. parce qu'on va avoir ce chapitre après. Ouais. Donc elle est à l'IR. Donc on va essayer d'imaginer qu'il y a un bénéfice qui remonte qui est de 1 000 euros. Oui. Voilà. Et on est 4 associés, chacun à 25%. Donc ce bénéfice qui remonte à 25, normalement, doit remonter au prorata de ma détention de part sur ma déclaration d'impôt principal. D'accord. Donc, mes 250 euros, Vont- je déclare 250 euros. Alors, sur donc le revenu. effectivement, j'ai utilisé tout ce qu'il y a comme Abattement. élément, comme abattement, comme Oui. charge, etc. Oui. Il reste un résultat net. Oui. Donc ça remonte automatiquement. Donc s'il reste 1 000 euros, donc il reste 200, il reste peut-être, je sais pas, 100 euros net. Ouais, par exemple, 100 ouais. euros net. Ouais. Et bien, donc j'ai 25 euros À déclarer à qui doit chacun. remonter sur ma déclaration d'impôt. Ouais, d'accord. D'accord. Très bien. Mais ces D'accord. 25 euros ne vont pas passer dans un dispositif tel que le microfoncier. Ils sont Oui. déjà assujettis à des abattements
c'est bon. Maintenant, ça va remonter sur votre 2042 à la ligne, je vous dis carrément, c'est recette brute imposable, je crois 4 BA. Voilà, ok. D'accord. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. D'accord. Donc il n'y a pas de différence en fait. Non, il n'y a pas de différence. D'accord, ok. Simplement, c'est que maintenant, si la société est à l'IS, ça c'est différent. Puisque si elle est à l'IS, donc. Elle n'est pas dans la déclaration des revenus fonciers. Non, non, tout à fait. D'accord. Donc là, D'accord, c'est. puisque nous, ce soir, on parle que des revenus fonciers. D'accord. Absolument, voilà. Très bien. Alors, je voulais vous poser une question, compte tenu de ce qu'on a dit, puisqu'on a parlé un petit peu des sociétés. Si je suis en indivision, Oui. et on a loué le logement indivis, donc les loyers que de ce qu'on sort de l'indivision, il va bien falloir les déclarer. Tout à Mais fait. est-ce qu'on les déclare? Comment on les déclare? C'est le même principe. Le même principe que je viens d'expliquer Que pour la SCI. que pour la SCI. Donc chacun va déclarer compte tenu de Tout à fait, de sa du quote-part. bénéfice de sa quote-part dans l'indivision. Exactement. Voilà. Très bien, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas trop compliqué, Oui. trop compliqué à faire. Après, maintenant, il faut que chacun puisse bien respecter sa quote-part d'indivision et Très faire bien. remonter. Donc si vous avez un déficit aussi, donc ça va remonter au prorata évidemment sur votre revenu global. Oui, bien sûr. Ok, D'accord, voilà. très bien. D'accord. Mais c'est toujours, vous avez un plafond de déficit qui est à 10 700 €. Donc Oui. on va pas prendre 4 fois le plafond. Oui. On utilise le plafond qui est divisé en 4. D'accord, donc les IBI, elles sont divisées par Tout à quatre. fait. Je ne ouais, pourrais tout à pas... fait. Oui, mais ça, non, autrement, ce serait absurde. On est entièrement d'accord. Tout à fait facile. Mais je ne sais pas si ça paraît... je fais appel à toi, Clarissa, et à vous, professeurs. Est-ce que ça paraît un peu compliqué, ce que nous sommes en train d'expliquer, ou bien est-ce que ça nécessite un complément d'information? Ça vous paraît clair, finalement, quand on dit, par exemple, la question de Jean, c'était Jean, je crois qu'il posait cette question, qui dit, moi je voulais savoir s'il y avait une différence entre la SCI et les particuliers, du coup, on a vu qu'il n'y avait pas de différence. Lorsque je pose la question sur les divisions, là, il y a une explication qui me fournit par les spécialistes, mais c'est une explication, je ne dirais pas qu'elle est compliquée, mais elle est peut-être difficile à entendre, non? Ou bien ça vous paraît tout à fait clair, il n'y a pas de souci sur ça? En matière de fiscalité, les choses sont quand même, pour certaines, relativement compliquées. Ouais. Alors, d'autant plus que la fiscalité, comme certaines matières qui sont rattachées au droit, elle dépend des textes, d'un certain nombre d'éléments de textes que l'on trouve, mais aussi d'éléments qui sont liés à la jurisprudence, et notamment avec des arrêts du Conseil d'État qui peuvent, comme tout à l'heure l'a dit Hugues, viennent étayer et puis expliquer certaines particularités. Par exemple, on peut prendre un exemple qui est classique. On va vous dire que les loyers perçus pour la location d'un garage, dépendent du revenu foncier. Et s'il y a une activité de service derrière, on bascule déjà dans autre chose. Donc c'est des bénéfices commerciaux. Donc il y a des arrêts, il faut être vigilant. Et puis il faut comme il l'a indiqué tout à l'heure, ne pas hésiter à se rapprocher du simulateur mis en place par l'administration pour pouvoir l'interroger et puis obtenir des réponses aussi sur ces choses-là. Alors je vais revenir avec vous sur le cas du garage. Vous nous dites que les revenus tirés de la location d'un garage ne sont pas forcément à déclarer dans les revenus fonciers. Alors, à quel moment qu'on les déclare dans les revenus fonciers et à quel moment qu'on les déclare dans autre chose que les revenus fonciers? Alors, des revenus fonciers, si elles ne... Alors, on va le déclarer dans le cadre des revenus fonciers si elles ne sont pas assorties de services. Alors, quels services, par exemple? On voit fleurir maintenant des services qui sont liés au gardiennage. Des entités ou des personnes louent des garages pour pouvoir faire, par exemple, du stockage de matériel. C'est une activité de service particulière. Donc, on va plus se trouver dans le cadre d'un revenu foncier. On va se trouver dans le cadre de bénéfices commerciaux. Parce que moi, je parlais des garages de voitures. J'étais plus sur les histoires de voitures. Peut-être que je me suis mal expliqué. La location d'un garage pour une voiture, ma question c'est, je suis propriétaire d'un garage de voiture dans le placement de stationnement, je le loue, je perçois des loyers. Ces loyers que je perçois,
C'est un immeuble. C'est tout. Donc c'est dans les revenus fonciers. Tout à Mais fait. j'avais cru comprendre que tout à l'heure vous disiez que c'est pas forcément les revenus fonciers. D'accord. À quelles conditions ça rentre pas dans les revenus fonciers? Alors, ça ne rentre pas dans le cadre des revenus fonciers, Oui. à condition qu'il y ait des prestations particulières, comme le lavage, comme l'entretien ou, par exemple, la distribution d'essence. Donc si je le loue uniquement pour que les personnes garent leur voiture, revenu foncier. Revenus fonciers. Mais si je dis par exemple, vous allez pouvoir garer chez moi, mais je peux vous offrir le lustrage de la voiture, l'entretien, les petits entretiens Voilà, mécaniques, là on n'est pas dans la même chose du tout. D'accord. C'est cette précision que je voulais. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Je pense qu'on a un appel, on va le prendre en priorité. Bonsoir. 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 Oui. C'est Jocelyne qui est propriétaire de l'autre propriété. Elle demande comment elle gère ses charges de propriété. Est-ce que ces charges sont déduites de ses revenus fonciers? D'accord. Donc, elle est propriétaire, elle a mis en location, mais elle est en copropriété. Son problème, elle est sous la déduction. Tout à fait. Je confirme. Hein. Ouais. Je confirme. Alors, vous avez une articulation quand vous passez par une agence immobilière. Les agences immobilières, en fin d'année, vous délivrent carrément le récapitulatif de toutes les charges qui ont été prélevées par le locataire, sur le locataire, Oui. et vous donne plus ou moins une orientation de ce qu'il faut déclarer aux impôts. Donc, ils vous disent effectivement que sur telle ligne, vous aurez le cumul des charges annuelles Oui. à déduire sur votre revenu foncier. D'accord. On parle bien des charges, mais pas des recettes. Hein. On est bien Tout d'accord. ça, nous sommes bien les charges au D'accord. niveau des charges de copropriété, qui sont D'accord. souvent les charges qu'ils gèrent. D'accord. Sinon, vous le faites vous-même directement. Et dans le chapitre des charges, c'est bien indiqué que vous avez ce qu'on appelle des charges de copropriété D'accord. qui sont à déduire du revenu foncier. Du revenu foncier. Du revenu foncier. Voilà. D'accord. Ça, je le précise. Hein. D'accord. Mais alors, si oui, vas-y, excuse-moi. Quand vous soyez en statut, je dirais nu Oui. ou meublé. Meublé, oui. Vous avez la possibilité de le faire. Je rejoins ce que disait Thierry, Oui. je vais compléter. Oui. Lorsqu'on a une location d'un garage sur lequel il y a une activité commerciale qui ou autre, effectivement, là on n'est plus en revenu foncier, Oui. on est ce que j'avais carrément qualifié de revenu locatif, où on serait assujetti carrément au bénéfice industriel ou commercial. Donc ça veut D'accord. dire qu'il faut bien faire cette différence. Hein. Donc c'est quand même assez important de savoir aussi qui occupe l'espace, qui occupe le logement et quelle est Donc, l'utilisation. on peut dire que si ça paraît simple de dire que j'ai des revenus tirés de la location, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. En définitive, il faut faire attention à chaque Tout à fait. cas particulier. Oui. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre l'appui sur votre expert comptable Oui. ou carrément un agent des impôts pour bien voir cette nuance, parce que vous avez un bail qui est signé. Quel est le contenu du bail? Est-ce que c'est un bail nu? Ou est-ce que c'est un bail équipé? Ou est-ce que c'est un bail avec des éléments? C'est hyper important. Et puis, est-ce que c'est l'entreprise qui loue? Est-ce que c'est une SCI? Est-ce que c'est une SARL? Est-ce que c'est hyper important. Vous ne pouvez pas carrément vous projeter en disant ouais, c'est du meublé, c'est pas du meublé, c'est du nu, c'est pas du nu. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. D'accord. Il vaut mieux encore ça laisser un pro. Ah oui, tout à fait. Quand vous D'accord. avez ce genre de doute, vous avez ce qu'on appelle des avocats fiscalistes, vous avez des experts comptables et Et il y a M. Florent aussi, quand même. oui, vous pouvez aussi D'accord. m'adresser, mais je veux quand même aussi Parce que le m'appuyer numéro s'affiche. Ah non, je ne m'appuyer vois pas le aussi numéro. Oui. sur ces professionnels pour Oui. des compléments d'information. Voilà. D'accord. Alors, on a un appel, mais avant de prendre l'appel, je voudrais qu'on revienne de petits instants sur cette question de charge de copropriété que Oui, l'on tout va à fait. pouvoir déduire de ces revenus fonciers, parce que dans la pratique, le syndic fait des appels de fonds. Ok. Oui, Et en général, à la fin de l'année, on n'approuve pas les comptes. On approuve les comptes quelquefois 6 mois après, même quelquefois 2 ans ou 3 ans après. Donc la question, c'est que nous savons très bien, vous allez me corriger si je dis une bêtise, nous savons très bien que quand on appelle les fonds, ce sont des provisions. Les fameuses provisions deviennent des charges lorsque les comptes sont approuvés. D'accord? Donc si j'ai une colonne charge, je peux pas, il faut que j'attende que les comptes soient approuvés pour pouvoir faire les déductions. Voilà, en principe, oui. En principe, oui. Je pensais qu'on pouvait déduire les provisions elles-mêmes. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle la régularisation Oui, l'année d'après. d'accord. Parce que vous êtes en retard, C'est-à-dire, vous êtes en décalage. Quand vous lisez vraiment les déclarations d'impôts, tout est prévu. Tout ce que vous dites à me certifier, c'est vraiment dedans. D'accord. Et là, vous allez, effectivement, vous savez que vous allez pouvoir sortir déjà un chiffre
que vous estimez. Donc je fais les appels de provision, je déduis carrément. Je dis carrément. Après, Oui. vous avez ce qu'on appelle la régularisation sur les provisions. De l'année d'avant. Exactement. Qui se D'accord. font dans l'année d'après. Après, ce qui fait que vous ne serez jamais perdant à ce niveau-là. D'accord, les Voilà. impôts non plus. Tout à fait. Non, c'est surtout moi, parce que j'ai déduit. Il arrive que D'accord. certaines personnes demandent des décomptes provisoires au syndic. Oui, c'est ça. C'est Ouais, mais si les charges ne sont pas, si les comptes des provisions, les comptes ne sont pas approuvés, on n'a pas les charges. On n'est pas sous les charges. Il est Non, vrai c'est pas qu'on- si, professeur, on n'est on pas n'est sur les on charges. n'est pas sur les charges, Oui. mais il demande des décomptes provisoires au syndic de manière à ne pas avoir de trop gros écarts entre la déclaration qu'ils font et la régularisation qu'ils font Encore- par la suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on comptabilise ce qui a été réellement dépensé. Oui, Donc c'est très important. C'est Oui. que ce que j'ai réellement dépensé en 2021. oui, D'accord. Même si D'accord. donc il y a des charges qui ont été payées, des charges de copropriété, c'est ce que j'ai réellement. Même si effectivement j'ai une provision, il y a un appel qui a été fait pour XO, j'essaie de ne pas y répondre, je ne vais pas déduire des charges qui n'ont pas été évidemment payées. oui, d'accord. Nous sommes C'est des d'accord. sommes qui sont effectivement Qui sont payées, d'accord. On va vraiment pas- déboursées par le propriétaire. D'accord, on n'est pas sous des Même s'il prévisions. y a eu, etc. D'accord, Ok. ok. Mais non, là je voulais, pour qu'on soit très, très, très précis, pour qu'il n'y ait pas de confusion, Tout à fait, oui. ce que je voulais qu'on puisse dire, c'est que toutes les provisions que j'ai versées pendant l'année, Oui. même si les comptes ne sont pas approuvés, je les déduis. Absolument. Et quand on va approuver les comptes, on va faire la régule l'année Bien sûr, d'après. tout à fait, Donc si c'est exactement. trop, je vais pouvoir, j'aurai trop déduit. Mhm. Et mais si c'est pas assez, je vais pouvoir déduire le complément. Impacté par la suite. D'accord. Et deuxième réflexion, puisqu'on a perdu notre appel, entre-temps, notre téléspectateur a trouvé que c'était un peu long, mais il faut dire que c'est un peu technique, hein, il faut pas, il faut le reconnaître. Et donc il est parti, mais il reviendra, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'on a répondu à ces questions, entre parenthèses. Mais vous avez parlé du professionnel de l'immobilier, d'accord? Donc je peux très bien avoir un logement que j'ai mis en location, mais que j'ai mis en gestion dans une agence immobilière. Tout à fait. D'accord? Ma question, c'est, ça se passe très souvent, ma question, c'est que le gestionnaire perçoit les loyers. D'accord? Ouais, oui. Mais il ne me les reverse pas. Est-ce que je déclare, puisqu'on était tout à l'heure sur le fameux abandon, les fameux loyers fictifs, est-ce que je déclare quand même le loyer? Est-ce que je déclare quand même, ou bien est-ce que je considère que les loyers ne m'ont pas été versés, je ne peux pas les déclarer? Alors, je prends un exemple. Il ne vous verse pas. Vous ne le remboursez pas. Vous partez à Oui. Dubaï, vous partez Oui, pour aller à la Coupe du Monde, vous Oui. faites plaisir, on va passer une année. oui. Et vous revenez. À Oui. votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous êtes en train de me dire que même si je ne les ai pas reçus, je dois quand même les déclarer. C'est ce que vous êtes Oui, en tout à train de me fait. dire. C'est exactement. Donc vous vous alignez sur la position de la Cour de cassation. dans Oui, cette non, affaire. il faut vraiment, parce qu'effectivement, donc il y a une faute, je ne sais pas si c'est une faute ou un Oui. retard du professionnel. Oui. Il faut lui signifier qu'il est en retard et qu'il Oui. est effectivement dans l'obligation de vous reverser les loyers pour que vous puissiez justifier au niveau de l'administration que vous avez agi, que vous n'êtes pas resté passif Ah oui, en d'accord. disant que c'est pas grave, c'est un pote à moi, on n'a pas le temps, c'est un professionnel, il est très connu. Non, il faut motiver, comme quoi vous avez vraiment cherché à récupérer vos loyers, même si vous savez que c'est eux qui sont détenteurs des loyers. Alors après, s'il y a des raisons X, Y, Z, l'administration fiscale va apprécier que Oui. vous ne pouvez pas les récupérer parce que Oui. il y a une cession, les loyers sont nantis pour diverses raisons, mais il faut que vous puissiez au moins prouver que vous êtes allé chercher vos loyers. Très bien. Sinon, vous êtes dans l'obligation de déclarer De déclarer les loyers que vous n'avez fictifs. pas encaissés. Des loyers Des loyers fictifs. D'accord. Alors, sur ces notions, on va s'arrêter Une pause. quelques instants. Je vais vous proposer une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. C'est bon. C'est laborieux. Non, mais c'est pas bon? C'est ce qu'il C'est pas bon? Non, signale. j'ai pas dit, c'est laborieux, c'est technique. C'est chiant. C'est sinistre. Jésus, toi seul connais ma vie. J'ai mis en toi mon espérance sans mesure. Toi, ma nourriture céleste. Toi, ma nourriture céleste. Viens verser dans mon cœur le doux nectar de la foi.
toi seul connais ma vie. J'ai mis en toi mon espérance sans mesure. Toi ma nourriture céleste. Toi ma nourriture céleste. Viens verser dans mon cœur le nectar de la foi. Et quand j'ai soif d'amour, et quand je n'ai plus d'espoir, dans mon lit, seul avec mes idées noires, je viendrai dans tes bras, toi la fontaine de mon âme. Et quand j'ai besoin d'amour, plus personne ne répond au secours. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Dépose dans mon cœur ton amour et ton cœur. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Dépose dans mon cœur ton amour et ton cœur. Jésus connaît tous mes secrets. Tu as écrit mon nom dans les étoiles. Toi le parfum de mes jours. Dans mes tempêtes, ton chant est le plus doux. Je marche dans tes pas, car aujourd'hui je t'ai choisi. Oh quel bonheur, c'est toi mon roi. Oh quel bonheur, je reviens vers toi. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Seigneur, 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 Seigneur. Je veux chanter avec les anges la mélodie du bonheur. Seigneur. Rebonsoir. C'est une émission quand même laborieuse parce qu'elle est quand même très technique et on est obligé de passer en revue un certain nombre de dispositifs fiscaux. On peut pas faire l'économie de ça. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait la remarque concernant l'exercice laborieux auquel vous vous livrez ce soir. Juste une question, monsieur l'expert, en tout cas monsieur le spécialiste du domaine. J'ai un locataire qui... alors, je réfléchis un peu parce que c'est une idée qui m'est venue pendant la coupure et j'essaie de la retrouver. J'ai fait une déclaration de revenus fonciers. Le problème, c'est que je me suis trompé. C'est-à-dire qu'au lieu de déclarer 30 000 euros de loyer annuel, j'ai déclaré 50 000 euros de loyer annuel. Et est-ce que je peux quand même dire que je me suis trompé? Il y a 20 000 euros de trop, il faut peut-être les prendre en compte. Alors, vous avez la possibilité de faire une déclaration rectificative. Dans l'année. Dans l'année et de revenir sur 3 exercices précédents. Et de revenir sur les 3 exercices précédents. D'accord, donc j'ai encore cette possibilité de rattraper les choses. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, c'est vrai que si ce sont des revenus fonciers, donc forcément l'impact que vous allez revenir, sur lequel vous allez revenir il y a 2 ans peut créer aussi un impact sur l'année d'après. Donc peut-être que vous serez obligé non pas de revenir sur une année, mais de revenir peut-être sur 2 exercices consécutifs. Parce que le fait d'aller manipuler une année antérieure, peut-être même 2 années auparavant, peut générer soit de la CSG, soit des éléments qui sont aussi déductibles. Vous avez une partie de la CSG qui est déductible, qui vont impacter très logiquement vos déclarations suivantes. D'accord. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, puisque je sais que je vais payer des impôts
sur le revenu foncier, parce que ça va être, ces revenus-là vont être intégrés dans mes revenus globaux pour que je paie l'impôt d'après les barèmes avec les cautions. Mais vous m'avez parlé de la CSG, parce que j'aurai encore ça à payer en plus. Alors, normalement, ce que vous avez un revenu, tous les revenus que vous bénéficiez, que ce soit les revenus de capitaux, du revenu foncier ou autre type de revenus. Je vous regarde avec étonnement. Hein. Oui, sont soumis à la CSG. Donc, vous avez... Donc, il va falloir que je paye encore... Quand vous regardez votre avis d'imposition, il va remonter, après déduction des charges sur le revenu brut, il va remonter en revenu net. Oui. Et ce revenu net sera soumis à une taxe, donc la CSG, donc qui est sous deux formes, CRDS et CSG, et qui correspond à peu près à 17% du revenu. Alors vous allez peut-être déclarer... 17% du revenu ou bien du revenu net. Du revenu net, oui, tout à fait. d'accord. Donc vous avez 10 000 euros de revenus net qui apparaissent sur votre avis d'imposition en complément. Oui. Eh bien, ils seront soumis à la CSG, évidemment, au niveau de votre avis, de votre déclaration d'impôt. Voilà. D'accord. Et j'ai entendu aussi... Et vous avez une partie de cette CSG qui est remboursable. Qui est déductible l'année d'après. L'année d'après. Donc, sur votre avis d'impôt, si votre déclaration d'impôt future, enfin, votre nouvelle déclaration d'impôt, son montant est automatiquement déjà indiqué par l'administration fiscale. La déduction. Tout à fait. D'accord. Pour déduction future. D'accord, déduction future. D'accord. On est à peu près à quel taux là? 8%, c'est ça? Non, vous avez 17%, grosso modo. 17% au départ, mais tout à fait, c'est l'ensemble. Ce que je peux déduire sur les 17%. Vous avez à peu près, comme vous disiez, 8%. 8% à peu près, grosso modo. Il faut voir, c'est à peu près 8%, peut-être un petit peu moins. Et voilà, donc chaque année, il y a un montant principal qui est récupéré. Il y a une partie, effectivement, qui est remboursable, déduit l'année d'après. Derrière, d'accord. Alors, la question que je voulais vous poser tout à l'heure, l'IDB revenu à l'instant, mon locataire m'a traîné devant les tribunaux. Et il se trouve que le juge m'a condamné à rembourser un certain nombre de loyers parce que j'avais loué un logement indécent. Et par conséquent, le juge m'a condamné à rembourser les loyers. Mais les loyers que j'avais déclaré ces revenus-là, maintenant je dois les rembourser aux locataires. Comment je fais là? Je suis perdant. Je ne peux pas récupérer ça plus tard ou à quel moment je peux les récupérer? Ben vous avez remboursé le locataire. Oui. À ce moment-là, vous pouvez déduire ces loyers comme une charge. Des loyers que j'ai été obligé été condamné à lui rembourser. Tout à fait. Je peux les déduire comme charge, d'accord, sous les revenus fonciers. Absolument. Mais il faut quand même qu'il y ait un motif et des explications quand même à côté. Donc, il faut faire attention à ça. Oui. Alors, quand vous avez un doute par rapport à ce genre de questions quand même assez pointues, vous avez le simulateur et vous avez la possibilité de poser des questions directement à l'administration fiscale. D'accord, merci monsieur l'expert. Je crois que tu constates que vous m'envoyez vers le simulateur parce que je pose des questions trop pointues, c'est ça la question? Non, c'est pas ça, c'est que bon, déjà, j'ai pas tous les éléments concernant votre situation, peut-être autre chose encore à côté que j'ignore. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut se garder de donner des réponses trop rapides ou trop catégoriques. D'accord, en tout cas, on a donné des directions, ce sont des lignes de conduite. Tout à Effectivement, bon, il n'est pas pensable que ce soir, les téléspectateurs s'imaginent qu'on apporte des réponses très précises à toutes leurs questions. Absolument. D'accord. Surtout. Les dépôts de garantie, professeur, j'ai encaissé les dépôts de garantie, je déclare ça, revenu foncier? Les dépôts de garantie à l'encaissement, on les déclare pas. À l'encaissement, je ne les déclare pas. Non, à l'encaissement, je ne le déclare pas. Par contre, ce que je vais déclarer, c'est si par la suite, j'utilise ce dépôt de garantie pour pouvoir rembourser le loyer ou qui n'aurait pas été payé. D'accord. Donc, si je l'utilise comme un revenu, à ce moment-là, je le déclare comme un revenu. Autrement, c'est pas considéré comme un revenu. Voilà, c'est pas considéré comme un... non. On est d'accord. Alors, avant d'arriver à Clarissa, parce qu'elle est là ce soir, c'est pour une raison bien précise, c'est parce que je lui ai demandé d'être présente avec nous ce soir pour nous lister la liste des charges déductibles. Des charges déductibles des revenus fonciers. D'accord, pour déterminer ce qu'on appelle le revenu net. Mais avant d'y arriver, j'aimerais bien qu'on explique aux téléspectateurs que lorsqu'on a des revenus fonciers, on entre dans deux régimes fiscaux différents. Oui. D'accord. Je rappelle ce que je disais au début. Oui. Vous avez... c'est vrai que c'est peut-être plus simple de dissocier l'appellation revenu foncier pour la location
D'accord. NU, et l'appellation revenu locatif pour ce qu'on appelle la location meublée. Meublé, d'accord. Alors, je crois que je vous ai l'article qui précise justement le contenu, ce qu'on appelle, il y a un décret qui rappelle justement le contenu de la notion de location meublée. D'accord, c'est le décret du 31 juillet 2015. Tout à fait. Donc là, vous avez une liste de 11 éléments qui sont indiqués dans ce décret qui rappellent ce que c'est que la notion de meublé. Quand vous êtes en location meublée, vous êtes sur une déclaration en BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Voilà. Oui. Et évidemment, quand vous entrez dans cette dynamique, alors vous avez encore des sous-régimes qu'on appelle micro-BIC, avec des abattements selon le statut que vous avez, ce qu'on appelle en loueur en meublé professionnel ou loueur meublé non professionnel. D'accord. Donc, selon le statut que vous avez par rapport à différents types de barèmes, mais vous serez soumis à tel ou tel avantage. Je parle parce que vous avez le droit à des abattements. Et à partir des abattements, vous allez pouvoir en bénéficier ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est un domaine qu'on peut aborder, sachant qu'on sera toujours dans le même réflexe. Vous aurez un revenu en tant que location meublée sur lequel on va pouvoir déduire les charges, les intérêts non-points, les taxes, tout ce que vous avez évidemment à pouvoir déduire. Quoi, voilà. Donc, d'accord. D'accord. Ouais. Donc, alors, mes deux régimes. Oui. Je ne les ai pas entendus. C'est-à-dire que moi, j'ai lu qu'il y avait le microfoncier. Alors, puis j'ai vu qu'il y avait, la notion de microfoncier va exister dans les deux régimes. Quand vous soyez dans le régime, évidemment, du revenu foncier, vous pouvez bénéficier du microfoncier. Donc là, vous préoccupez le revenu brut que vous avez perçu, qui est inférieur à, je crois que c'est 30 000 euros. Pas 15 000. C'est 15 000 euros. Qui est inférieur à 15 000 euros pour une année. Oui. Et là, vous avez droit à 30% d'abattement. D'accord. Ce qui fait que vous allez directement sur votre 2042 pour remplir, je crois que c'est la première ligne qui récupère le montant brut des revenus fonciers. D'accord. Voilà. Donc je n'ai rien d'autre à faire que de dire j'ai un revenu inférieur à 15 000 euros. Donc vous êtes, le revenu de donc vous êtes en microfoncier. Et vous avez la possibilité à tout moment, quand vous êtes en microfoncier, de basculer ce qu'on appelle le réel. D'accord. Le réel, c'est de revenir vers la déclaration de revenus fonciers CEP qu'on connaît, qui est la 2044. Par contre, quand vous prenez l'option réelle, vous devez y rester 3 années. D'accord. Vous ne pouvez pas quitter l'option réelle, sauf s'il y a une vente, il y a une cession, il y a un décès ou quelque chose. Mais à partir du moment où vous entrez dans l'option réelle, vous y êtes pour 3 ans. D'accord. Donc, réel me permet de déduire un certain nombre de charges sur les revenus. Absolument. Ce qui fait que lorsque vous avez... vous voulez faire un investissement, que vous avez un choix fiscal à faire. Oui. Donc vous vous dites, voilà, ça y est, j'ai un logement qui va me rapporter, je sais pas moi, 3 000 euros par mois. Oui. J'ai tant de charges. 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, c'est déjà, c'est déjà bien, ça arrive. D'accord. J'ai tant de charges, intérêts d'emprunt, taxes foncières, même ce qu'on appelle enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez déduire. Oui, on va voir ça avec Alexia tout à l'heure. Oui. Et vous comparez, vous faites une simulation par exemple sur 3, 4, 5 ans, et vous comparez par exemple à ces mêmes 3 000 euros par mois et un abattement de 30%. Et vous vous dites, au final, quand je fais le net sur la première option ou la deuxième, où je suis gagnant. Donc quand vous avez ce choix à faire, vous dites, apparemment, visiblement, j'ai beaucoup de charges, mais je vais au réel. Oui. Parce que je sais que je vais évidemment gagner par rapport au résultat net qui sera beaucoup plus faible que si j'avais bénéficié d'un abattement de 30% sur 3 000 euros de revenus. Dans le cas du microfoncier. Tout à fait. Par contre, à l'inverse, je n'ai pas d'intérêt non point, j'ai très peu de charges, et j'ai un loyer annuel qui fait moins de 15 000 euros, je bascule automatiquement au microfoncier. D'accord. Voilà. Okay. Donc finalement, il y a un calcul à faire. Vous avez un calcul à faire, par exemple, par rapport au revenu foncier, il faut le faire. Oui. Bon, c'est pas compliqué à faire. Donc, vous faites ça, vous avez fait une simulation et carrément vous projetez sur les 2 années, 3 années. Sachant que si vous êtes au microfoncier et que votre situation a changé parce qu'il faut faire des travaux, vous avez des charges qui vont arriver, vous pouvez basculer au réel. À n'importe quel moment. À tout moment. D'accord. Par contre, si vous êtes dans le réel, on attend 3 ans votre passé. Exactement. Sauf si les conditions du microfoncier sont réunies. Non, sauf si effectivement vous avez une situation comme une cession du bien,
où vous avez un abondant du locataire, à ce moment-là, vous pouvez effectivement revenir voilà, tout à fait. D'accord. Alors, un truc aussi simple que ça, c'est ça demande quand même de savoir quelles sont les charges qu'on peut déduire des revenus. Tout à fait. Donc, Clarissa, est-ce qu'on peut avoir la liste des charges déductibles des revenus fonciers? Alors, comme vous l'aviez déjà dit, donc ceux qui rentrent en charge déductible, ce sont les frais de gestion et de garde, les dépenses de réparation et d'entretien dans un logement, D'accord. les dépenses acquittées pour le compte des locataires restants et à charge des proprios aussi. D'accord. Les propriétaires. Des propriétaires, pardon. Oui. D'accord. Les provisions pour, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, pour les charges de copropriété. Oui. Ça se déduit, oui, bien sûr. Effectivement. Oui. Les primes d'assurance. Aussi. Oui. D'accord. Certaines impositions. D'accord, on verra les cas tout à l'heure. Ok. Oui. Et les intérêts des dettes. D'accord. Oui. C'est la liste, d'accord. Ça serait tout. Est-ce que c'est une liste exhaustive ou bien c'est une liste approximative? C'est une liste précise? Il n'y a pas moyen d'en faire plus? Non. D'accord. Alors reprenons mot à mot cette liste-là, si on peut s'arrêter sur chaque ligne. Vous nous avez dit les frais de gestion et de garde. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi? On parle de quoi là? Alors, Professeur, Frais on de a fait gestion. appel à vos lumières. Frais de gestion et de garde Oui. concernant un lot. Frais de gestion, vous pouvez faire appel à un professionnel qui va percevoir à votre place les loyers, Oui. gestion locative. Oui. Et puis La garde, c'est quoi? la garde, ça peut être tout ce qui est lié à la surveillance ou gardien. du Oui, bien. c'est bien ça. à la garde du bien, bien, oui, oui, d'accord. C'est comme ce que dit les le gardiens ou professeur. la concierge, D'accord. etc. Très bien. Les frais de gestion en totalité, on peut les déduire. Tout à fait. Oui. D'accord. Ben, c'est bien, il vaut mieux passer pour un professionnel. Ah oui, D'accord. ça permet Mais en évidemment. condition qu'ils me remettent mes loyers quand même à temps, que je ne sois pas Mais il peut Vous avez- on peut trouver le moyen de le faire sanctionner. On peut trouver une infraction sur en attendant, ce sont les impôts qui me sanctionnent. Hein. Oui. D'accord. Donc frais de garde et de gestion, pas de souci, je peux les déduire. On Oui. est d'accord. Tout à fait, oui. Ensuite, Ensuite, nous avons les dépenses pour les réparations et travaux d'entretien. dépenses pour les réparations et travaux d'entretien. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc vous avez tout ce que les dépenses en matière d'amélioration Oui. de l'habitat, de restauration du bien, entretien du bien. Oui. Alors les dépenses d'agrandissement, faites attention, on n'est pas dans ce chapitre-là, parce que si vous décidez d'agrandir, que vous passez par un POB, une autorisation. On est dans la construction, on est Ah plus oui, dans tout à fait, l'amélioration de ce qui tout à existe. fait. Ouais. Donc déjà aussi, quand vous parlez de dépenses d'amélioration, de restauration, faites aussi attention à la TVA. Donc Oui. la TVA est à 2,10. Oui. OK. Taux réduit, oui. Taux réduit, voilà, merci de préciser. Est-ce que quand vous êtes sous un agrandissement ou une nouvelle construction, c'est une TVA qui est à 8,5. D'accord. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les dépenses, voilà, ou changer un climatiseur, ce genre de choses. Quoi. Donc, D'accord. Donc ça, je peux déduire. Absolument, En tant que absolument. propriétaire bailleur, ces dépenses-là. tout Tu à as fait. parlé de TVA, moi je parlerais des taux d'emprunt, notamment liés à la rénovation et tout ce que tu as cité tout à l'heure. Eh ben, eux aussi sont déductibles. Oui, c'est ce Parce que qu'on nous a dit dans la liste. voilà. Mais on n'est pas encore Mais- à ce niveau-là dans sa liste. C'était C'est vers la d'accord, mais on en avait Voilà. parlé dans la première partie, effectivement. D'accord. Je rebondissais. Mais dans sa liste, moi je suis sous sa liste. Et sa D'accord. liste, les emprunts, c'est vers le bas, on est bien d'accord. Ça, Les je- ils font partie des dettes. Oui, non, d'accord. Donc, Mais nous mais sommes en ça train vient, de. ça nous vient, sommes en train de ça vient d'accord. enfin. Clarissa, de- nous sommes en train de descendre la liste. Donc on a parlé des frais de garde, des frais de garde et de gestion. Gestion. Ensuite, on a parlé des travaux De réparation. De réparation, d'accord. Et d'entretien. ensuite, qu'est-ce que je peux déduire encore sous la liste là? Qu'est-ce que j'ai? Alors, les dépenses acquittées pour le compte Le compte du locataire? du locataire et D'accord. restant définitivement à la charge du propriétaire. Donc, acquitté pour le compte du locataire, mais restant à la charge du locataire. C'est quoi? Ce serait Du quoi l'exemple? propriétaire. Du propriétaire, pardon. Merci. Ce serait quoi l'exemple? Une dépense que j'acquitte à la place du locataire, mais qui reste quand même à la charge du propriétaire. Non? Que dit votre ouvrage, professeur? Quelles dépenses qu'on pourrait faire à la charge du locataire? Non, mais c'est marqué dans l'ouvrage, vous pouvez nous le dire directement. Mais Je ne justement, cherche je pas. ne suis pas encore sur Oui. cette page Mais, oui, d'ouvrage. d'accord. Donc, Alors, donc, oui.
Tu voulais dire quelque chose, Clarissa? Non. On peut prendre Oui. comme exemple, Oui. alors ce qui est à charge du locataire dans une location, c'est les travaux d'entretien, par exemple, pour le changement de joint, par Oui. exemple. Oui. Donc, si ça n'a pas été fait à l'entrée, Oui. le locataire peut s'en charger et le propriétaire déduit, si je peux dire. Si c'est le propriétaire qui paye, donc il peut déduire ces dépenses-là. Voilà. Puisque normalement, ça devait être à la charge du locataire. Ouais, D'accord. voilà. Ah, mais oui, ça c'est important, c'est intéressant à savoir. Oui. Qu'est-ce que je peux encore déduire sur la liste que vous avez? Alors, les provisions, comme on l'avait dit tout à l'heure, les provisions pour charge de copropriété. Oui, on parle bien des provisions. C'est quand même curieux qu'ils emploient un terme où ils mélangent deux choses différentes. Ils parlent des provisions pour charge de copropriété. Donc ça veut bien dire, on est bien d'accord, ça veut bien dire que les provisions sont déductibles en totalité, même si elles deviennent des charges par la suite. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est pas grave. Quitte à ce qu'on régularise par la suite, comme on a Par la expliqué. suite, d'accord. Donc, on peut déduire les provisions pour charges de copropriété dans leur intégralité. On a vu ça, d'accord? Parce que dans ces provisions-là, il y a des dépenses qui sont à la charge unique du propriétaire. Tout n'est pas à la charge du locataire. Par exemple, les frais d'assemblée générale, l'assurance de l'immeuble, tout ça, c'est à la charge du propriétaire. Mais je vais quand même déduire la totalité. Ah non, vous déduisez uniquement ce que... Ah, quand même. Absolument. Merci de la précision. Ah non, parce que moi, j'aurais tout déduit. Ah non, il y en a qui le font. Mais je n'allais pas donner le conseil. Mais moi, je le ferai. Non, Oui. vous déduisez uniquement la quote-part qui concerne notre copropriétaire. Vous D'accord. devez demander justement à Le syndic, au syndic Oui. de vous faire cette répartition. ce fameux décompte dont parlait le professeur à l'instant. Eh oui, D'accord. ça serait trop D'accord. facile. D'accord, bien, très bien. Donc on déduit pas tout, on déduit que la partie qui concerne le locataire. On est bien d'accord. Évidemment, puisque cette partie, effectivement, le locataire le supporte. Devrait les voilà, Et devrait les vérifier supporter. que le syndic ait fait la bonne répartition. Tout à fait. Vérifier que le syndic fait la bonne répartition. Alors vous croyez que chaque propriétaire, je ne dis pas ça pour vous embêter vous particulièrement, mais vous êtes en train d'attirer notre attention sur quelque chose qui est extrêmement grave. Vous êtes en train de dire à chaque propriétaire, vous devez avoir la connaissance suffisante pour vérifier que le syndic a fait la bonne répartition sur les dépenses. Mais c'est une catastrophe. Je sais que ça peut Oui. être une catastrophe, mais s'il est arrivé qu'on puisse, à la maison de l'expertise, avoir ce type de contrôle à faire. D'accord. J'ai oublié de rappeler à nos téléspectateurs que cette émission est offerte par la maison de l'expertise qui se trouve au 28 rue Blanqui à Fort-de-France. Effectivement, les experts de la maison d'expertise, qui ne sont pas tous là présents ce soir, sont quand même à votre disposition pour toutes ces questions qui relèvent de notre sujet de ce soir. Clarissa, sur notre liste, Les primes d'assurance. les primes d'assurance sont également déductibles. Oui. D'accord. Tout à fait. Toutes sortes d'assurances, même l'assurance loyer impayé, Oui, oui. ou c'est Tout déductible? tout à fait. Parce que vous avez effectivement, c'est prévu pour ça. Donc, utiliser toutes les primes d'assurance, hein, c'est pas précis. En fait, c'est lorsqu'on dit primes d'assurance, c'est les primes d'assurance qui sont liées, bien sûr, au logement. Au logement, bien sûr. On est d'accord. Vous n'allez pas On est prendre d'accord. la prime d'assurance du De véhicule. ma résidence secondaire ou de ma voiture pour pouvoir les déduire. Attention, vous n'allez pas non plus prendre la prime d'assurance, parce que souvent vous avez des compagnies d'assurance qui vous donnent une quittance qui regroupe à la fois la multirisque habitation de votre maison, Oui. qui, Ah vous, oui, donne, oui. qui vous donne aussi le véhicule, Oui. qui vous donne aussi le chien, qui donne tout ce que vous pouvez assurer, et vous avez un montant global. Oui. Et vous dites, bon, ça y est, ben, je passe tout ça Tu déduis le montant global. Ouais, non, ça Et c'est non. là que l'inspecteur des impôts Ah oui, me tout dit, à mais fait. attendez, il y a un petit Attention, problème. attention. Donc, D'accord. vous devez quand même essayer de demander à l'assureur de vous donner cette répartition de façon indicative en précisant quel code-part du montant qui correspond à la couverture, la garantie concernant la maison. Voilà. Très Ok. bien. D'accord. Attention. Ok. Qu'est-ce que je peux encore déduire? Certaines impositions. Certaines impositions, lesquelles? Les taxes foncières. Je déduis la taxe foncière. Tout à fait. Vous pouvez D'accord. utiliser la taxe foncière à l'exception des ordures ménagères Donc, sauf les ordures ménagères. qui sont censées être payées par le locataire. Oui, bien sûr. Puisque le terme les paye déjà, je ne vais pas encore les déduire à nouveau. Attention. D'accord. Donc, si par contre le locataire ne les paie pas, vous pouvez effectivement déduire l'ensemble de la taxe foncière puisque le locataire n'a pas payé les ordures ménagères. D'accord. Et si par erreur, j'ai déduit la totalité de la taxe foncière sans faire attention aux ordures ménagères, je risque un redressement? Et je ne comprends pas. Vous voulez faire. Pardon. Vous comprenez quand pas. c'est- quand Vous c'est- me comprenez parfaitement, Quand monsieur c'est Lester. un sens inverse, je vous explique que vous avez possibilité de pouvoir refaire rectification de déclaration. Oui. Dans ce sens-là aussi, vous pouvez le faire aussi. Ah, je peux faire. D'accord, merci. Donc, je peux faire une déclaration à posteriori. Non, je vais Parce que- simplement. Ce que je veux dire, c'est que. Non, effectivement, que, bon, vous avez une déclaration que vous faites. Bon,
vous n'allez pas vous amuser à déclarer, à percevoir 2 fois oui, bien sûr. les ordures Bien sûr, ménagères. oui, c'est exagéré. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Mais je vous taquine uniquement pour que pédagogiquement les choses soient plus claires pour nos téléspectateurs. C'est surtout ça en fait. On est d'accord. Oui. Ok. Et il reste un dernier point. Oui. Ce sont les intérêts des dettes. Donc, par exemple, l'emprunt. Alors, D'accord. Sur ce point-là, je vais vraiment peut-être passer plus de temps. D'accord. Vous achetez un logement, vous allez faire un prêt. Donc vous allez faire un prêt, donc on va vous remettre un tableau d'amortissement. Donc vous aurez une colonne qui s'appelle capital restant dû, une colonne intérêt d'emprunt, une colonne assurance décès, d'accord. Et en plus de ces colonnes, vous avez évidemment d'autres frais. Vous avez les frais de caution, frais de cautionnement, ce qu'on appelle les frais de garantie. Lorsqu'on va chez le notaire effectivement vous fait payer des frais de garantie. Voilà, donc etc. Un certain nombre de frais, d'agio, etc. Vous avez la possibilité, et lorsqu'elle parle justement d'intérêt, de déduire tous ces frais. Wow. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on se contente de récupérer que la colonne intérêt d'emprunt. Non. Exact. Il faut prendre la colonne intérêt d'emprunt et rajouter la colonne assurance décès emprunteur. Et c'est hyper important, parce que quand vous ajoutez cet élément supplémentaire, évidemment, ça va évidemment être un abattement par rapport à votre revenu brut. Okay? Bien sûr, ça n'aura pas de... Parce que les intérêts d'emprunt ne créent pas de déficit pour remonter sur votre revenu global. Attention. Hein. D'accord, ça c'est une nuance importante. C'est une nuance très importante. Mais ça, on verra ça après. Les intérêts d'emprunt, en fait, ce qui vous permet de pouvoir déduire en déficit sur le revenu global, ce sont les charges autres que les intérêts d'emprunt. Donc tout ce qu'elle a énuméré, sauf les intérêts d'emprunt. D'accord. Par contre, c'est quand même judicieux d'avoir un revenu foncier déclaré le plus bas possible, puisque n'oubliez pas qu'il y a de la CSG qui vous attend gentiment sur votre déclaration. CRDS à 17%. Oui. Donc, lorsque vous récupérez en intérêt d'emprunt, la fameuse colonne, ce qu'on appelle intérêt d'emprunt à déduire chaque année, vous devez récupérer l'assurance décès emprunteur. Demain matin, vous allez décider que vous faites un nouveau prêt pour faire des travaux complémentaires, etc. Vous aussi récupérez la même colonne des intérêts d'emprunt et ainsi que l'assurance décès emprunteur, plus tous les frais agio qui sont liés à l'opération. Donc vous avez effectivement payé des frais au niveau de la banque, vous passez dedans. C'est fait pour ça, donc il faut fier. Maintenant, cette notion d'intérêt d'emprunt. Il arrive souvent qu'on fasse un rachat de prêt. Oui. Vous faites un rachat de prêt immobilier parce que vous avez les taux sont à la baisse. Donc au départ, vous étiez sur un prêt qui avait comme objet acquisition, résidence principale, acquisition, construction. Lorsque vous faites le rachat du prêt immobilier, l'objet de l'offre de prêt doit être uniquement un rachat, une renégociation. Vous ne pouvez pas avoir un objet qui reprécise qu'il s'agit d'un achat ou de complément de travaux. D'accord. Ce nouveau prêt qui vient se substituer au prêt initial va aussi évidemment créer des intérêts d'emprunt. Et ces intérêts d'emprunt, donc tous les frais que je vous ai indiqués, doivent être toujours inférieurs aux intérêts d'emprunt précédents, initiaux. Ça veut dire que, on va prendre une hypothèse, j'ai fait un prêt numéro 1 où je déclarais 600 € par mois d'intérêt d'emprunt. Oui. J'ai fait racheter ce prêt, j'ai raccourci la durée, c'est un taux qui est beaucoup plus bas, où je me retrouve en intérêt d'emprunt à 500 €. Donc je suis en dessous, donc je vais déclarer les 500 € d'intérêt d'emprunt sur le nouveau prêt pour ma déclaration qui va se réamorcer. Okay? D'accord. Par contre, si mon nouveau prêt, je ne suis pas à 500, mais je suis à 700 €, donc je suis supérieur, je ne peux prendre que le plafond du prêt précédent. D'accord. C'est très important parce que l'administration fiscale souveraine ça énormément. C'est pour ça qu'on vous demande souvent, quand vous lisez, de déclarer le prêteur. Est-ce que c'est la BNP, sans faire de publicité, ou d'autres organismes? C'est pour le prêteur, le numéro, c'est pour bien vérifier si entre-temps vous avez un nouveau prêt qui est apparu et que vos intérêts d'emprunt ont augmenté, ce qui peut arriver, hein, parce qu'il faut justifier que vous avez un nouveau prêt qui est venu évidemment compléter le prêt initial.
Si c'est un point qui est venu se substituer, il ne peut pas générer des intérêts d'emprunt supérieurs D'accord. par rapport au prêt initial. D'accord. Parce que je peux quand même me dire, ouais, bon, c'est bon, je profite pour glisser un véhicule, c'est un rachat qu'on me fait, voilà, on me fait ce qu'on appelle une grosse négociation, c'est super génial, je vais aller voir tel... Non, et puis je sors des intérêts d'emprunt qui sont supérieurs, ça ne passera pas. Il faut que vous vous arrêtiez au plafond, ce qu'on appelle par rapport au tableau que vous avez, le tableau d'amortissement que vous avez à l'origine. Vous récupérez, vous savez que c'est ça votre plafond et vous ne pouvez pas dépasser sur ces intérêts d'emprunt-là. D'accord. Je sens que pour les intérêts d'emprunt, il va falloir venir vous voir. Oui, parce que je crois qu'il y a moi, il y a beaucoup de gens qui ignorent cela. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font des déclarations et qui passent uniquement les intérêts d'emprunt. Non, ce n'est pas que les intérêts d'emprunt. Hein. Vous avez les assurances d'essai emprunteurs qui sont là. Et si vous avez des pathologies bien particulières et que vos assurances d'essai sont quand même beaucoup plus importantes, mais vous allez les passer tranquillement. Hein. D'accord. Voilà. Tout ce qui est évidemment, tous les frais que vous avez au niveau du notaire, les agios, au niveau du banquier, parce que vous avez un prêt qui prend du temps à être amorcé, vous avez une ligne d'agio quand même avec des frais, mais vous impactez ça dès le départ. Par contre, vous n'allez pas le faire chaque année. C'est une année, c'est l'année d'acquisition. Et après, vous allez carrément vous tabler sur le tableau d'amortissement que vous aurez en possession. D'accord. C'est hyper important parce que les gens oublient ça. Et les impôts ne vont pas vous le dire. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Et si on relit ce qu'elle a bien précisé, c'est... voilà. D'accord. Carissa, on peut avoir encore rapidement, cette fois-ci, la liste des charges qui peut être déduite. Je voudrais qu'on les reprécise. Alors, pour rappel, donc, ce qui est déductible lors des revenus fonciers, dans le cadre des revenus fonciers, pardon, ce sont les frais de gestion et de garde, les dépenses de réparation et d'entretien, les dépenses acquittées pour le compte des locataires et restant définitivement à charge des propriétaires, les provisions pour charges de copropriété, les primes d'assurance, certaines impositions, comme l'avait précisé M. Florent, et les intérêts des dettes. D'accord. Donc c'est la ligne sur laquelle il a le plus insisté parce que c'est celle qui est la plus risquée en fait. Tout à fait. Oui. D'accord. Je dis bien, les intérêts admis en déduction n'excèdent pas ce qui figurait sous l'échéancier initial. Initial, d'accord. Voilà. Très bien. C'est une phase très importante. Et après, bon, chacun, évidemment, va s'approprier pour faire bon usage. Très bien. Alors, messieurs, je voulais vous poser une question qui me perturbe un petit peu. Il s'agit d'un contrat de bail. Là, en la circonstance, c'est un bail commercial, mais l'autre est prévu que c'était la location d'un terrain nu en vue de la construction d'un logement, d'un local commercial sur le terrain en question. Donc, on était pour la location du terrain, on était sur un bail commercial, d'accord? Et le bail précisait la chose suivante, c'est que en fin de bail, les constructions deviennent la propriété du bailleur, d'accord? Et la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le bailleur bénéficie d'un revenu supplémentaire, et ce revenu-là, est-ce qu'il doit être déclaré et comment? Est-ce que vous m'avez suivi dans mon raisonnement? Je suis bailleur d'un terrain, un terrain nu. Le terrain, je le loue en vue de la construction d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal, donc je suis rentré dans le statut des baux commerciaux, mais j'ai mis dans mon bail que lorsque le bail arrivera à son terme, dans ce cas il ne sera pas renouvelé, s'il n'est pas renouvelé, je deviendrai propriétaire de ce logement-là gratuitement. Donc je m'enrichis là. Non? Alors c'est quoi la question finalement? Donc ma question c'est ce bien que je reçois, il a une valeur. Oui, tout à fait. Donc est-ce que cette valeur-là, le jour où je reçois ce bien dans mon patrimoine, est-ce qu'il ne faudra pas que je déclare ce revenu-là? C'est un revenu en quelque sorte. Non? Alors, si c'est un bien que vous recevez, c'est pas un revenu. C'est pas un revenu. Alors, on fait comment alors? Alors maintenant, il faut savoir effectivement quelles sont les conditions. Vous avez un bail que vous avez signé. Oui. Donc c'est un bail je crois que ça s'appelle un bail commercial. C'est pas un bail à construction. Non, j'ai fait un bail commercial, le vrai. Un bail classique, oui. D'accord. Après maintenant, derrière, par rapport à la compensation que vous avez en retour au final, parce que
on vous livre un bâtiment en entier. Exact, que je n'ai jamais conçu, je n'ai jamais Jamais payé. construit, mais Oui. évidemment, si ça fait partie du contrat, mais ça va rentrer évidemment comme étant un élément du patrimoine qui va être apprécié par la suite. Alors maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est une acquisition qui est faite moyennant évidemment des loyers ou autres, hein? L'administration fiscale va apprécier, mais bon, on a aussi les notaires qui sont quand même assez experts sur ce genre Dans ce domaine-là, d'accord. d'opération. Très bien. Alors, restons sur le bail commercial. Ouais. Ce sont des questions qui m'intéressent. Vous savez, quelquefois, je reçois du monde et j'ai du mal à donner des réponses. Je leur dis, écoutez, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vois des experts sur le plateau régulièrement. Je vais leur poser la question et j'aurai la réponse qui convient pour vous. Bail commercial, il y a un pas de porte. D'accord. Ce qu'on appelle, on appelle quelquefois droit d'entrée. C'est un revenu que je perçois en plus. Ça se déclare dans les revenus fonciers ou pas? Non. C'est un revenu, on est bien d'accord. C'est un revenu. Et à ce niveau-là, Parce que je suis propriétaire d'un local commercial, je demande une porte à l'entrée. Oui. Attends, l'administration fiscale me dit, attendez, vous avez perçu quelque chose, il faut quand même déclarer ça. Il faut déclarer la somme ou pas? Ah, je n'ai pas vous répondre, monsieur Zifi. D'accord. Je n'ai pas la réponse. Mais le professeur est en train de consulter son ouvrage pour savoir Je ne répondrai où se pas. trouve la réponse. Non, voilà, je ne répondrai pas. Mais j'aurais bien aimé avoir la réponse parce que j'ai besoin de savoir si je déclare, si je déclare pas, vous comprenez. Je suis inquiet. Vous demandez un élément très accessoire au niveau des revenus locatifs. Oui. Voilà. Ça, je n'ai pas répondu la réponse. Là, tout de suite, ce soir. Donc, je vais interroger le robot. Je Ce pense sera que plus là... simple. D'accord. Mais je vais quand même continuer. Puis, j'avais attendre la réponse du professeur parce qu'il est en train de consulter son ouvrage de référence. Vous savez, il vient à l'émission avec son encyclopédie. Et effectivement, il nous apporte les bonnes réponses quand on a un doute, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous y êtes professeur ou bien je continue? Non, continuez. Pas encore, je continue. Alors là, il m'a causé un problème parce que j'ai un petit trou. Donc j'étais sur ma question de pas de porte, mais j'avais une autre question concernant les travaux qui sont réalisés par des locataires. Oui. Et qui doivent normalement être à la charge du propriétaire. Tout à fait. Ça arrive, quelquefois. Donc, ces travaux-là, c'est un enrichissement pour moi. C'est quelque chose que je dois quand même pouvoir déclarer ça. Non? Oui. Vas-y. Alors, d'après mon expérience, oui. Je pense que c'est c'est une très grande expérience, cher ami. Très bien, je l'écoute. Oui, je pense, vas-y. Je pense que c'est plus une perte puisque ce qui est à la charge du locataire, en fait, ce sont des dépenses minimes en soi. Donc ça veut dire que si ça revient à la charge du propriétaire et qu'il doit déjà, par exemple, réparer une vitre, par exemple, ou une fenêtre, ça veut dire que ces charges seront plus... comment dire? Je manque de mots. Seront plus... déductibles, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'intérêt, c'est... Je ne sais pas comment expliquer les choses, mais j'étais dans le cas inverse. J'étais dans le cadre des travaux qui ont été accomplis par le locataire, mais qui normalement devaient être à la charge du bailleur. Tout à fait, oui. D'accord. Donc ma question c'est, est-ce que quelque part le bailleur n'a pas bénéficié d'un revenu indirect là? Alors, j'essaie de bien comprendre. Hein. Oui, d'accord. Je ne sais pas si ma question est pertinente parce que j'ai du mal à me faire reprendre. Alors, on a donc effectivement un propriétaire qui, en contrepartie, le locataire réalise des travaux. Oui. D'accord. Qui normalement devaient être exécutés par le propriétaire. Oui. À condition évidemment que ces travaux étaient bien définis. Oui. Et que le locataire ne se lance pas dans une spirale de travaux sans évidemment avoir échangé avec le propriétaire. Okay. Bien sûr, d'accord. Le propriétaire décide effectivement que dans ce cas de figure, il ne percevra pas de loyer. Oui. Et en contrepartie, on a une livraison de travaux réellement faits. D'accord. Okay. Donc à ce moment-là, oui, je vous laisse finir. Je vais vous revenir, mais je vous laisse finir. Donc les travaux sont réellement faits. Ok. Donc vous devez quand même
déclarer des loyers. Ce qui paraît bizarre. Oui, ça me paraît bizarre, oui. Oui, c'est ce qui paraît bizarre. Mais en même temps, comme vous n'avez pas perçu le loyer, donc vous n'avez pas déclaré. Oui. Puisque, en compensation, le locataire, effectivement, réalise les travaux. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Place, oui. Je prends un exemple. Il devait réaliser 100 € de travaux. Il en a réalisé 90. Oui, d'accord. OK. Les 10 qui restent là, c'est quoi ça? Voilà. Ces 10 là qui restent, c'est quoi? Vous avez fait un abandon, c'est quoi? Donc là, on va revenir encore sur cette notion de loyer fictif. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention entre la convention que vous allez signer avec ce locataire qui fait les travaux, pour qu'on ne soit pas sur une convention qui soit anormalement, on va dire, qui soit totalement faussée. Que ce soit une convention. Alors, on va essayer d'imaginer que vous avez à peu près 10 000 € de loyer que vous percevez annuellement. Oui. Et que vous faites une négo avec le locataire pour 3 000 € de travaux. Oui. Bon, là, je me retrouve avec 7 000 € de différentiel. Vos 7 000 €, là, c'est ce qu'on appelle les loyers fictifs qu'il faudra déclarer. Il faudrait les déclarer. Évidemment. D'accord. En fait, il faut être cohérent. Donc, quand vous êtes cohérent, donc vous dites, par contre, si à l'inverse, il y a plus de loyers, plus de travaux réalisés, bon, je crois qu'il y a un problème. Ou pas non plus, vous allez vous engager avec 25 000 € de travaux pour un loyer annuel de 10 000. Non, vous dites non, c'est pas possible. Donc vous dites non, effectivement, au locataire, non, là, je prends un risque où ça peut aller peut-être même beaucoup plus loin. Donc, évidemment, si on a une différence entre les loyers que vous êtes censé recevoir réellement et les travaux, oui. il y aura forcément une remise en question par l'administration fiscale. D'accord. La réponse, elle est très simple, hein, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Hein. Mais ça tombe sur le coup de la logique, quoi. Il n'y a pas moyen de passer. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment cela. Alors, c'est vrai que, bon, il vous fait une petite réparation pour une ampoule, je ne sais pas trop quoi. Bon, après, vous récupérez votre loyer, bon, ça, c'est autre chose. Mais on est quand même sur une année de loyer en compensation par rapport à des travaux que lui-même a réalisés, en espérant que ces travaux soient réellement réalisés et qu'il n'y ait pas d'incident et que ça vous convienne et que la livraison des travaux soit de qualité. Si ce n'est pas de qualité, comment vous faites après demain matin? Moi, ça, c'est une chose que je dis souvent à éviter. Hein. D'accord. Vous êtes propriétaire, vous prenez en charge vos propres travaux. D'accord. Ne laissez pas les locataires. Ouais. Vous avez des locataires qui sont beaucoup plus pressés, qui anticipent et qui vous disent, écoutez, j'ai fait un devis, ils vous prennent sous le fait, et après, bon, le temps que vous réagissez ou bien que votre agence immobilière réagisse, les travaux sont déjà faits. Oui. Bon, ce sont des minimes, des travaux minimes, mais à partir du moment où on va entrer sur des travaux qui sont beaucoup plus importants, non, il faut stopper. Il faut arrêter. Bien. Voilà. Très bien. Alors, on a la réponse concernant mon pas de porte. Oui, les droits d'entrée pour pas de porte, oui. D'accord. Donc, ils ne sont pas imposables lorsque le propriétaire peut démontrer que la somme perçue ne constitue pas un supplément de loyer, mais représente simplement une contrepartie à la dépréciation de la valeur de son local. D'accord. Alors, en clair, pour faire simple, c'est-à-dire que quand je loue un bail commercial, on considère que mon local est déprécié. Donc, si le pas de porte constitue une contrepartie à cette dépréciation, je ne déclare pas. Je ne déclare pas. D'accord. Mais à quel moment je dois déclarer? Alors, je déclare à partir du moment où c'est le contraire, c'est-à-dire que oui. J'avais cru lire que comment dirais-je, que c'est la rédaction du bail qui compte et que si par exemple le pas de porte était payé en une fraction, qu'il n'y ait pas de problème. Que je ne vais pas le déclarer parce qu'il ne sera pas considéré comme un supplément de loyer, il sera considéré comme une dépréciation. Mais si par exemple je demande à ce que le pas de porte soit payé par fraction, notamment mensuel, on va considérer que c'est un supplément de loyer, il faudrait que je le déclare quand même. Donc tout est fonction de la rédaction du bail lui-même. On est d'accord. On a un appel. Bonsoir. Bonsoir. On a perdu, on a été... Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? J'appelle de la Guadeloupe. Oui, quel est votre prénom? Charin. Alors, bienvenue à la Guadeloupe. Quelle est votre question? La personne que je dois louer Oui. n'est pas encore rentrée dedans. Oui. Non,
Ah, d'accord. Je ne veux pas avoir introduction avec les impôts. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui lui explique derrière ce qu'il faut dire. Alors, Jarin. Bonsoir. Je l'ai perdu. Non, je pense que c'est la télé qui fonctionne derrière. Oui, c'est sa télé. D'accord. Tu dois couper la télé. Ben oui, je m'entends à la télé, effectivement. Oui. Oui, reprenez votre question. Et couper la télé. Comment? Essayez d'éteindre, enfin, baissez sous le son de la télé, déjà vous commencez, vous concentrez mieux, d'accord? Je vous entends très mal. Oui, ben baissez sous le son de la télé. Attendez. Très bien. Ouais. Alors, reprenez-moi la question, s'il vous plaît. Ouais. J'ai peur des impôts. Oui? Parce que quand elle va rentrer dedans, Oui? elle sera forcée de faire une demande à la CAF. D'accord? Je préfère qu'elle me paye, même si je fais la déclaration, mais je préfère qu'elle me paye main à main. D'accord. Oui, tu as compris un petit peu ce qu'elle a voulu dire, la dame. Oui, alors si j'ai bien, Oui. si j'ai bien compris, donc vous avez une locataire, on fait un locataire Oui? qui prend possession Non, je vais avoir. Oui. Locataire Oui, au 1er septembre. au 1er septembre, qui prend possession du logement au 1er septembre, Oui? qui bénéficie de la CAF, Oui? ok? Et l'inquiétude que vous avez, c'est au niveau des impôts. Ou, voilà. Ou bien, attendez. Ou bien l'inquiétude que vous avez, c'est de ne pas être payé. Quelle est votre inquiétude précisément? C'est les impôts ou ne pas être payé? Parce que quand vous précisez que vous voulez être payé de mano à mano, c'est pas tout à fait pareil. Je pense que c'est mano à mano pour ne pas avoir à payer d'impôts. Je préfère mano à mano. Hein. Alors, Pourquoi? Pour ne pas avoir payé d'impôts. Non. Ah, bien sûr, Je vais faire ma déclaration Oui. de moi-même. Alors, donc si vous percevez directement en numéraire les loyers, vous devez par contre en contrepartie remettre une quittance de loyer au locataire. Oui, je sais. D'accord. D'accord. J'ai sur la table. Alors, ce qui fait que ce n'est que l'année prochaine que vous allez pouvoir déclarer cette nouvelle situation de locataire. C'est pas cette année, donc c'est pour l'année prochaine au niveau de vos impôts. Ok? D'accord. Donc cette année. Quel que soit, je touche par la CAF Ou pas. mano à mano. Tout à fait. Dans les deux cas de Dans figure. les deux cas de figure. Par contre, n'oubliez pas que le locataire qui perçoit effectivement, qui sait qu'il y a une contribution CAF, aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit les impôts, la Sécu, l'URSSAF, on a un regroupement des informations qui se font. Donc, ça veut dire que ceux qui, de temps en temps, oubliaient, bon, ça peut arriver qu'on oublie de déclarer ou autre chose, certains éléments, tôt ou tard, eh ben, ça va remonter. Donc moi, comme je vous dis, donc, tranquillement, le locataire prend possession du logement le 1er septembre, vous percevez la CAF, vous récupérez votre... 1er juin, vous récupérez votre loyer en numéraire, en espèces ou en chèque, comme vous voulez, d'accord? Eh bien, ce n'est que l'année prochaine que vous ferez votre déclaration sous tous les loyers perçus, en déduction, évidemment, des charges. Bien voilà. sûr. D'accord. OK? D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Merci. C'est nous qui vous remercions. Oui, alors, on va faire... Ouais. Oui, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à la Guadeloupe. Quelquefois, on a des personnes de la Guadeloupe qui nous suivent et nous en sommes très heureux. Donc, juste un tour de table avant de nous quitter, parce que l'émission est déjà presque terminée. Un mot, Hugues, pour clore cette émission. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder des éléments qui sont quand même assez importants, notamment le micro-foncier. Oui. Aussi, je vais quand même mettre une petite parenthèse sous les SCI, en rappelant que quand vous avez une SCI et que vous faites de la location meublée, Oui. fiscalement, une SCI, c'est une société qui est transparente. Vous ne pouvez pas faire de la location meublée avec une SCI. Ça, je le dis, je le répète, parce que normalement, la location meublée, c'est une activité commerciale par rapport à une SCI. Donc, c'était juste une parenthèse que je voulais faire par rapport à cela. D'accord, importante quand même. C'est quand même assez important parce qu'on a beaucoup de gens qui prennent des SCI, qui achètent des vêtements,
des immeubles avec des SCI et après qui vont meubler le logement. Ouais. Alors il y a une tolérance qui donne jusqu'à 10%. On va prendre un exemple, c'est que vous avez 3 logements et qu'il y a un qui représente 90% des loyers nus et le reste c'est du meublé. Il n'y a pas de souci, la SCI peut pouvoir manipuler en même temps du nu et du meublé. D'accord. Mais quand elle est majoritaire au-delà des 10%, si c'est une SCI qui fait du meublé, elle est forcément à l'IS, ce n'est pas à l'IR. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir sur ces questions parce que c'est un petit peu plus délicat. C'est pour ça que je dis que c'est... Très bien, merci beaucoup. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Donc, très bien. On a fait le tour. L'occasion d'en parler. Professeur, juste un mot pour clore l'émission. Très content d'avoir reçu 2 spécialistes, et notamment Hugues aujourd'hui. Et j'ai pris quelques notes parce que c'était vraiment. Il faut dire aussi que c'est son domaine de prédilection. Hein. Il est très à l'aise, bien sûr. Compétences de très haut vol. En tout cas, on le remercie pour sa présence. Ouais. Clarissa, je sais que vous allez prendre l'avion bientôt, que vous allez nous quitter. Eh oui. C'est la jeunesse aller, mais je pense que ce sera la jeunesse virée bientôt, parce qu'il faut d'où aller, il faut d'où virer. On est d'accord. On vous attend dans moins de 3 ans. C'est bien ça qu'on a dit. On l'espère. Très bien. En tout cas, bonne soirée et puis à un de ces jours. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y avait une...